Vous écoutez un podcast cinéma du Centre des Arts d'Enghien-les-Bains. Comment finir le cycle John Ford? Alors, vous avez peut-être remarqué qu'on a grosso modo suivi un ordre chronologique à chaque fois qu'on revenait à John Ford, ce qui permettait aussi d'avoir une sorte de progression, de voir comment son œuvre évoluait. Et moi, il me semblait, alors pour être tout à fait honnête, au début j'avais hésité en me disant quel pourrait être le dernier film de Ford. Alors il faut que ce soit un film tardif, il faut qu'on ait quand même le sentiment de voir un dernier film. Vous allez voir que c'est 2 fois un dernier film. C'est le dernier film parce que c'est le dernier film du cycle, mais ça on s'en moque un peu. Mais c'est le dernier film parce que quand Ford réalise Liberty Valance, vous sentez que ça commence à sentir le sapin, hein, sans mauvais jeu de mots, parce qu'il est beaucoup question de cercueil dans le film, mais on sent que c'est vraiment presque, on pourrait presque dire un film qu'on appellerait testamentaire, si vous voulez. Ford, lorsqu'il réalise L'homme qui tua Liberty Valance, il a 68 ans, hein, donc ça fait déjà un bout de temps qu'il tourne, souvenez-vous, depuis les années 10, des westerns, le muet, le pionnier, l'âge classique, etc. Et arrivé en 61, année pendant laquelle il va tourner L'homme qui tua Liberty Valance, en fait, Ford a déjà presque accompli l'intégralité de sa carrière. Il tournera encore 2-3 films, dont La Taverne de l'Irlandais ensuite. Il va tourner évidemment les Cheyennes, pour ceux qui l'ont peut-être vu, film absolument formidable, dont le vrai titre d'ailleurs est Cheyenne Automne, hein, et pas que les Cheyennes, le titre original est beaucoup plus beau, hein. De la même façon que là, L'homme qui tua Liberty Valance, l'imparfait, hein, est important, hein. On va nous raconter une histoire au passé, comme si en fait il y avait une forme déjà d'élégie, de nostalgie, de mélancolie, hein, ça nous raconte une histoire passée. Et son dernier film, qui sera réalisé en 66, s'appelle Seven Women, en français c'est Frontières chinoises, hein, qui est un très drôle de film dans la filmographie de John Ford. Donc vous voyez que là, on est pour un homme qui a réalisé 140 films dans la toute fin vraiment d'un cycle. Ford mourra en 1973, hein, c'est ça la date de son décès, mais il faut quand même avoir en tête que lorsque Ford va réaliser L'homme qui tua Liberty Valance, contrairement à ce qui se passera dans les années 70 et puis évidemment plus tard jusqu'à aujourd'hui, Ford est un cinéaste qui fait encore débat. Tout le monde n'adore pas, contrairement à aujourd'hui, tout le monde n'adore pas John Ford. Et L'homme qui tua Liberty Valance, lorsqu'il sort à l'époque en 62, il recueille plutôt une volée de bois vert, hein. C'est pas un cinéaste, on trouve ça pas mal, on en reparlera après, hein. Mais beaucoup de critiques sont formulées à l'égard de L'homme qui tua Liberty Valance, alors qu'aujourd'hui c'est sans doute considéré comme un des films, les 2-3 films les plus célèbres de John Ford. Et d'ailleurs les plus commenté aussi, entre parenthèses, qui rend l'exercice auquel je vais me prêter tout à l'heure un peu difficile, parce que c'est pour ça que j'ai aussi hésité à programmer Liberty Valance en me disant mais tout le monde sait tout sur L'homme qui tua Liberty Valance. Hein, c'est même un film qui est autoprogramme des lycéens, des collèges et cinémas. On a le sentiment que l'églose autour de si la légende devient la réalité, imprimer la légende, j'ose même plus dire cette phrase, tellement elle est devenue, moi en tant qu'ancien étudiant en cinéma, j'en pouvais plus d'entendre des gloses autour de cette phrase-là. Alors là, on va être obligé d'y repasser un tout petit peu quand même. Donc mon idée, c'était que après la projection, de plutôt partir sur quelques pistes, quelques éclairages, et d'essayer d'insister sur moi des choses qui m'intéressent dans L'homme qui tua Liberty Valance, et pas vous faire un cours un peu académique qui tenterait de tout déplier. De toute façon, c'est strictement impossible, il faudrait beaucoup de temps. Si ça vous intéresse, vous avez des livres sur John Ford, vous avez, même Jean-Louis Letras à l'époque avait écrit un petit livre sur L'homme qui tua Liberty Valance. Sur Internet, il y a des articles à n'en plus finir, il y a des interventions vidéo, des conférences, enfin bref. Vous pouvez passer tout votre été qui arrive, si vous voulez, à prolonger la séance de ce soir uniquement consacrée à L'homme qui tua Liberty Valance. Alors, moi, ce qui évidemment me plaît beaucoup, c'est que dans ce film tardif, John Ford, en même temps, j'ai le sentiment que ça fait déjà 6 mois que je vous dis que John Ford est tardif, c'est-à-dire qu'on est sur la fin. Mais bon, c'est ça qui est beau dans le cinéma américain, hein, et surtout dans le cinéma de John Ford, c'est que c'est un cinéaste qui a eu très vite finalement conscience que l'histoire dont il parlait, l'Amérique dont il s'est fait le chant, la construction de la démocratie, de la République américaine, tout ça, en fait, était déjà passé. Et là, on est on pourrait dire dans le 3e acte de Ford, qui serait l'acte, on pourrait dire, mélancolique, nostalgique. Le soleil brille pour tout le monde appartenait déjà à cette mouvance-là. Juste avant, il a réalisé des films qui sont des films magnifiques, que j'ai pas eu le temps de projeter, comme La dernière fanfare, dont je vous avais déjà parlé avec Spencer Tracy, qui est un film absolument génial, qui est totalement de la même humeur que L'homme qui tua Liberty Valance. Donc on est vraiment sur le moment où on peut dire que Ford a été un des premiers à construire la mythologie de l'Ouest américain, véritablement. Et puis ensuite, il a commencé, on pourrait dire, il a fait des films qui ont exploité cette mythologie-là. Et puis dans un 3e temps, il s'est mis
à avoir un regard un peu rétrospectif, voire un peu critique, en disant mais finalement les choses sont pas si simples que ça. Et il y a un film évidemment avec lequel converse l'homme qui tue à Liberty Valance, même il a même 12 000 pour être tout à fait honnête, puisque ce film-là est un film somme. C'est-à-dire que si vous connaissez très bien John Ford, et je pense que c'est un des films de Ford qu'on apprécie d'autant plus qu'on connaît bien Ford, puisque la plupart de ses films précédents sont convoqués d'une façon ou d'une autre dans le film, sous la forme d'une musique, d'un détail, d'un objet, d'une citation, d'un motif, etc. On sent que Ford, quand il s'est fait ce film-là, à la fois il revient aux origines, parce que c'est un film qui est tourné en noir et blanc à une époque où ça ne se fait plus, et lui lutte pour que le film soit tourné en noir et blanc, il ne veut pas tourner le film en couleur. Alors ce qui explique entre parenthèses que la Paramount qui produit le film va hésiter plusieurs mois avant d'accepter de produire ce film-là. Pour elle, le film n'a aucun potentiel, il est tourné en noir et blanc. Qui a déjà vu le film parmi vous d'ailleurs ? Bon, c'est ça. Donc en fait, bon, il est tourné en noir et blanc. C'est un western en chambre. N'oubliez pas que c'est extrêmement important dans l'histoire du cinéma américain. Or, John Ford, les studios adorent Ford lorsqu'il nous montre Monument de Valley, lorsqu'il y a une essai de vitalité, des paysages, des extérieurs, etc. Là, c'est absolument le contraire. Il a deux stars qui sont déjà vieillissantes, James Stewart et John Wayne. On est en 61, le film va sortir en 62. L'un a 54 ans, c'est John Wayne. L'autre a 53 ans, James Stewart. Alors ce qui est assez drôle, ça, c'est une insiste que je fais, mais dans l'histoire de James Stewart, ce qui est fou, c'est que c'est vraiment un acteur qui, ça fait en gros à ce moment-là 7-8 ans qu'il ne cesse de jouer des rôles qui sont trop jeunes pour lui. Vous vous souvenez de Vertigo d'Alfred Hitchcock. Une des raisons pour lesquelles Hitchcock imputait l'échec relatif de Vertigo à l'époque de sa sortie, c'est qu'il pensait que personne ne croyait à l'histoire d'amour entre Kim Novak et James Stewart parce que James Stewart était trop vieux. C'est pour ça que juste après Vertigo, Hitchcock va tourner La mort aux trousses et là va aller chercher Cary Grant qui enfin va jouer le rôle d'un séducteur crédible. Et à l'époque, Hitchcock pensait que James Stewart était plus du tout un séducteur crédible. Et là, de la même façon, L'homme qui tue à Liberty Valance, vous connaissez l'histoire qu'il racontait en flashback. Lorsqu'il arrive, disons qu'il a une soixantaine d'années, il raconte son histoire, j'avais 25 ans. Alors la gueule de James Stewart quand il avait 25 ans au moment de l'histoire de l'Ouest, ça vaut son pesant de cacahuètes. Tout ça pour dire que la Paramount à l'époque est face à un film qui, on pourrait dire que tous les signaux du succès sont rouges. C'est-à-dire que voilà, western en chambre, le grand Ford de l'épopée n'est pas celui qu'on va voir. On a voilà, des acteurs un petit peu vieillissants. Le film est tourné en noir et blanc. Il ne se passe pas un nombre de choses incalculables, on pourrait dire, du point de vue de l'action. Mais évidemment, c'est un film d'idées et de concepts. C'est pour ça que L'homme qui tue à Liberty Valance, c'est un film que les critiques, les exégètes, les gens adorent autant parce qu'ils ont le sentiment que chaque plan c'est une idée, quoi. Donc on peut en parler des heures de Liberty Valance parce qu'il y a de la poésie bien sûr, mais c'est une poésie qui est, moi je pense que c'est un film qui est à la fois extrêmement mélancolique et extrêmement conceptuel en même temps. Vous voyez, il y a ces deux choses-là. C'est un peu la rencontre, je sais pas, de la charge héroïque si vous voulez et de Seven Women. On est vraiment dans cet état d'esprit-là. Alors, le film va sortir, bon, succès critique plus que mitigé à l'époque, et il faut se rappeler que dans la grande histoire de la reconnaissance critique de John Ford, il y a des cinéastes qui ont beaucoup compté, dont un cinéaste dont je vais plusieurs fois parler, qui est Peter Bogdanovich, qui en 63-64, alors qu'il est critique de cinéma, a une rétrospective qui lui est offerte dans un cinéma de New York. Lui, il décide on pourrait dire à contre-courant de l'humeur de l'époque. Il dit moi ma rétro c'est John Ford, 62, 63, 64, 65, c'est plus du tout, il est déjà passé le vieux de certaine façon. Et il va programmer ces films-là, et notamment Liberty Valance. Et à l'époque, quelques critiques vont dire finalement, bah oui, Liberty Valance c'est sans doute un des plus grands films de l'histoire du cinéma américain. Et Joseph McBride, qui est le grand biographe de John Ford, son livre d'ailleurs est disponible à l'Institut Lumière Actes Sud, si ça vous intéresse, c'est un gros pavé, je l'ai là, je vous le montrerai. Formidable, et dit lui-même, reconnaît que ce film-là est peut-être, il n'y avait même pas de peut-être d'ailleurs, je crois dans sa citation, le plus grand film américain des années 60. C'est comme ça qu'aujourd'hui L'homme qui tue à Liberty Valance est abordé, ce qui est quand même évidemment pas rien du tout si vous voulez. Donc je ne vais pas vous en raconter plus parce que maintenant il faut que vous voyez le film. Sachez juste que l'histoire est adaptée à l'origine d'une nouvelle de Dorothy Johnson, qui est une femme qui écrivait des nouvelles, qui était fascinée par l'Ouest et le western, publiée en 1949 dans la revue Cosmopolitan, et qui donnera notamment Un homme nommé Cheval, pour ceux qui l'ont vu, enfin des films comme ça. Et donc Ford adapte la nouvelle, la plupart du temps, vous savez, Ford part d'un matériau qui est un matériau, une nouvelle, un roman, etc. Et il va ajouter deux éléments, je vous le dis tout de suite, très importants qui ne sont pas présents dans la nouvelle, deux personnages, qui sont le personnage du serviteur noir, joué par Woody Strode, avec lequel Ford avait tourné
sergent noir 2 ans auparavant, sergent Rutledge, retenez son là, j'y reviendrai. Et puis le personnage de Peabody, qui est le personnage, le directeur du Shinbone Star, la feuille de chou, hein, le journal local. Et Ford décide d'introduire, en fait, avec ces deux personnages, il introduit 2 thèmes qui ne sont pas, il fera d'autres modifs, je vous en reparlerai, mais il introduit 2 thèmes qui ne sont pas présents dans la nouvelle. C'est d'un côté l'idée du serviteur d'or du peuple noir, 61-62, c'est quand même une des années acmé des mouvements pour les droits civiques et des minorités noires américains, très important évidemment que Ford décide d'introduire Woody Strode, et évidemment il introduit le personnage qui incarne le rôle de la presse, cette presse qui commence à écrire cette légende ou cette histoire-là. Alors l'ironie du sort, évidemment, ce qui a encore, on pourrait dire, rendu L'homme qui tue à Liberty Valance encore plus une source d'exégèse, c'est que le film sort en 62, et vous le savez parce que je vous ai souvent saoulé avec ça il y a 3 ou 4 ans. 63, c'est l'assassinat du président Kennedy, et beaucoup ont dit d'ailleurs qu'un parmi les 2-3 films qui avaient de façon un peu retorse anticipé, ou en tout cas posé les jalons, ou senti dans l'air du temps que l'Amérique était en train de changer radicalement, tant du point de vue de son président, de sa représentation, des médias, de la vérité, du mensonge, tous ces thèmes-là. Parmi ces quelques films-là, il y a du Frankenheimer, je vous en ai parlé, mais il y a aussi notamment L'homme qui tue à Liberty Valance, avec une séquence dont je ne vous parlerai pas, que vous avez forcément tous en tête, mais sur laquelle on reviendra. Donc voilà, vous allez donc voir ce film. Toute dernière chose évidemment, sachez juste évidemment que au début du film, vous allez voir James Stewart découvre une sorte de diligence et puis il décide, il pense, ça lui dit quelque chose, il décide de la dépoussiérer. Je ne vous dis pas ce qui se passe après, mais sachez que cette diligence, c'est celle de Stagecoach, de la chevauchée fantastique. C'est exactement celle-là qu'a utilisée Ford des années plus tôt, en 1939 précisément. Et c'est pas inintéressant de voir que le film s'ouvre de certaine façon à la fois par un retour en arrière dans l'histoire du film, comme un flashback, mais aussi comme un retour dans la propre filmographie de Ford. Et je pense que c'est sans doute le film dans lequel le John Ford est le plus juste, en tout cas le plus sûr de la façon dont il considère à la fois l'histoire, la légende, ce que je vous ai souvent dit sur la question du peuple, de la communauté, etc. Il a beaucoup réfléchi et il est arrivé à cette conclusion qui s'appelle L'homme qui tue à Liberty Valance, sur laquelle on reviendra évidemment tout à l'heure. Dernière chose, merci d'être là alors qu'il y a des joueurs de foot qui sont, voilà, et joueurs de foot d'ailleurs dont je rappelle que l'UEFA vient de ne pas accepter de faire une minute de silence pour les Vikings d'Orlando. Je trouve ça assez classe. Voilà, c'est juste un truc auquel je pensais. Très bonne projection évidemment, et on se retrouve juste après pour la dernière fanfare. Voilà, à tout à l'heure. Alors plutôt que d'essayer de tout vous, de faire une espèce d'intervention un peu pédago, académique, lourde, vous voyez, parce que encore une fois vous avez compris que c'est un film qui est extrêmement riche et vous le savez, on pourra en parler assez longtemps. Je voudrais commencer par des détails qui moi m'intéressent dans le film. Après je reviendrai sur le thème central, en tout cas sur la difficulté d'ailleurs de trouver un seul thème dans le film et la façon dont Ford a fait un film qui a à la fois d'une simplicité, d'une complexité absolument incroyable, puisqu'à chaque fois qu'on revoit le film, et là je reviens de revoir avec vous les 2 dernières minutes, et c'est vrai que le visage de James Stewart, on ne sait pas en fait qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien, est-ce que c'était mieux, qu'est-ce qu'on a perdu. Et moi j'ai un peu le sentiment quand même que c'est un film qui nous raconte une grande histoire de perte, et qu'en fait dans ce passage on pourrait dire de la loi de l'Ouest, du wilderness, du cow-boy si vous voulez, à la civilisation, le passage de la loi, de la western law dont parle Lee Marvin au début du film, à la politique et au Sénat, on pourrait dire à la prise de conscience politique du peuple. Là, vous avez remarqué que pour la première fois, c'est intéressant, dans ce film, il n'y a pas du tout de séquence de mariage, séquence de bal, ces grandes séquences fordiennes, vous savez, qui permettent, je vous l'ai souvent dit, de ressouder une communauté, de la recréer. Là, il y a une séquence d'ailleurs qui fait office, en tout cas qui sert à Ford dans le film de moment de soudure. C'est pas du tout un mariage, c'est pas une cérémonie, c'est même pas l'enterrement, c'est pas on pourrait dire l'inauguration d'une église comme dans La Poursuite infernale. La séquence, c'est la salle de classe. C'est le seul moment du film, on pourrait dire, où tout le petit peuple divers de ce moment de l'Ouest, on est grosso modo vers 1875-76 par là, il y a beaucoup d'historiens se demandent, d'ailleurs se luttent entre eux pour savoir grosso modo à quelle date se passe le film. Alors il y a 1000 détails qu'on va repérer, la phrase évidemment d'Horace Greeley, le nombre d'étoiles sur le drapeau américain par exemple dans la salle de classe, certains disent qu'il y en a 38 et que le 39e c'est le Colorado, donc à quel moment l'état du Colorado a été créé, enfin bref je passe les détails.
mais grosso modo, ça pourrait durer 1 heure, à la fin je vous dirais, c'est vers 1875-1876, c'est par là que ça se passe. Bon. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire que le fameux peuple qui est le grand sujet fordien, là on a presque le sentiment que c'est quelque chose que Ford a un peu abandonné. En tout cas, le peuple dont il va parler, il se soude plus du tout par des beuveries, par des danses, ce fameux collectif dont on a beaucoup parlé. Il se soude plus comme dans Drum Along the Mohawks, sur la piste des Mohawks en 1939, autour de, souvenez-vous, à la fin du film, de l'érection de drapeau américain. Il se soude au cours d'un cours, on pourrait dire, d'initiation politique. C'est quoi l'Amérique? C'est quoi la démocratie? C'est quoi la Constitution? Et chacun, aussi bien Pompey, le Noir, les enfants d'origine mexicano-américaine, du Marshall un peu couard, les parents... Ali qui est là évidemment, dont on ne sait pas vraiment si c'est la fille de ces Suédois ou c'est simplement l'employé. On pense que c'est plutôt l'employé parce que c'est rare qu'une fille appelle ses parents par leur prénom, mais grosso modo il y a pas mal comme ça de zones d'ombre encore dans le film. Mais le moment où Ford décide, on pourrait dire, de faire son moment de soudure, cette fois c'est pas une danse, c'est un cours politique. Voilà, maintenant le peuple, c'est bien, vous êtes tous américains, vous allez vivre ensemble, mais maintenant il faut passer à l'étape supérieure, et l'étape supérieur, c'est il faut se constituer comme un corps politique. Comme un corps politique de gens qui vont, d'abord qui connaissent la Constitution, qui connaissent un peu l'histoire de l'Amérique, qui connaissent un peu les grandes dates, qui connaissent un peu les grandes figures. Alors il y a le portrait de Lincoln et de Washington, vous avez vu, autrement dit, qui ont un peu de savoir, c'est un film passionnant à voir aujourd'hui, entre parenthèses, qui ont un peu de culture politique, donc voilà, il faut leur apprendre des choses. Alors sachant évidemment que l'éducation, au sens strict du terme, au départ, apprendre à lire et à écrire, c'est la condition sine qua non de la fabrication de l'homme politique, enfin du sujet politique votant, c'est-à-dire que s'il n'y a pas d'éducation, s'il n'y a pas d'instruction, il n'y a pas, on pourrait dire, de fabrication du sujet politique, et donc il n'y a pas de vote, donc au fond la politique part sur un mauvais pli. C'est très intéressant la façon dont, on pourrait dire de manière extrêmement simple, Ford fait, à mon avis, un des films les plus brillants sur ce que c'est, en fait, que la constitution d'un peuple qui va devenir un peuple de politique, de votants, comment ça fonctionne. On va élire quelqu'un, et puis on va élire un délégué, ce délégué va un jour partir à Washington, etc. C'est un processus qui, en 2 heures, est expliqué, qui est absolument remarquable, mais qui est quand même cette fameuse phrase que James Stewart efface du tableau. Il n'y a pas de l'éducation, l'éducation, autrement dire l'instruction de base, parce que là on apprend à des gens à lire, on n'est pas c'est extrêmement minimaliste, c'est simple, on pourrait dire que c'est presque élémentaire. Il n'y a pas de politique s'il n'y a pas cet acquis-là d'abord. Et cette séquence-là, c'est le moment de soudure, et ce qui intéresse évidemment Ford, c'est le moment où on va tenter de constituer un corps politique. Alors, ce qui me semble évidemment passionnant, il y a beaucoup de choses qui sont passionnantes dans le film, mais on pourrait presque... D'abord, je voulais revenir un tout petit peu sur la question des acteurs, parce que je vous ai parlé un peu tout à l'heure de James Stewart et John Wayne, très bien, mais il y a 3 acteurs nouveaux chez Ford qui arrivent, et c'est important. Ford a 68 ans, le film est tourné en 61, c'est un de ses tout derniers films, et il y a 3 acteurs nouveaux qui vont débarquer dans la famille Ford. Tous les autres, pour ceux qui connaissent un peu les films de Ford, tous les autres acteurs, on les a vus avant. Par exemple, Peter le Suédois, je ne sais pas si vous vous souvenez, John Quaylen, c'est celui qui jouait un des fermiers déposés dans Les Raisins de la colère. Beaucoup d'acteurs qui sont dans le film sont des récurrents de la famille Ford. Et d'ailleurs, Andy Levin, celui qui joue le rôle du Marshall, un peu jovial, extrêmement lâche, et d'ailleurs que Ford filme avec affection, entre parenthèses. En fait, pourquoi? Parce que finalement, il a réussi à survivre. Je pense qu'il est sensible à sa force, cette idée qu'à un moment il nous fait rire, il est lâche peut-être, n'empêche qu'il est encore là. Et le fait d'avoir survécu à cette histoire, d'être encore témoin de l'histoire, pour Ford, ça a une valeur en soi. Mais bon, ce personnage-là, d'ailleurs à l'origine, Ford aurait voulu ce que Ward Bond, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Ward Bond, un grande gueule, l'homme un peu rustre, l'accro à la boisson dans la charge héroïque, vous savez, celui qui passe son temps à planquer sa jug, là, sa fiole dans la petite cabine de John Wayne. Ward Bond devait jouer le rôle, mais Ward Bond est décédé un an et demi auparavant, et donc c'est Andy Levin qui joue le rôle. Mais le plus intéressant, à mon avis, ça reste évidemment les 3 méchants du film. Et là, alors c'est ça qui est fascinant, c'est que L'homme qui tue à Liberty Valance, c'est à la fois totalement un film rétrospectif, évidemment dès sa structure, je vais vous dire ce qui s'est passé, L'homme qui tue à Liberty Valance, le flashback, on rentre dans une histoire passée, et en même temps c'est un film qui est totalement tourné
de façon intuitive par Ford, hein, sur l'avenir de l'Amérique. C'est ça que je trouve très très beau dans le film, c'est que à la fois on n'a que des gens vieillissants qui nous racontent une histoire passée, le cactus en fleurs, la maison, la ruine, il y a un sentiment funèbre, enfin, il y a un voile funèbre qui recouvre tout le film qui est absolument incroyable, et de façon très très précise et très très subtile d'ailleurs, hein, lorsque au tout début du film le train arrive, la façon dont Ford s'attarde sur la fumée noire, comment cette espèce finalement de jardin, parce que le film raconte la transformation, on pourrait presque dire, du désert en jardin, hein, et comment est-ce que ce jardin est totalement pollué par une lumière noire aussi. Il insiste beaucoup fort sur cette espèce de lumière de la locomotive, qui est d'une certaine manière la contrepartie ou le contre-coup de la civilisation. Et en fait, ce que va nous montrer Ford, il nous montre deux choses dans ce plan d'ouverture, et de fin d'ailleurs. Il nous montre la loco, le train, et il nous montre la fumée. Le train, c'est pour le progrès. La fumée, c'est sur, on pourrait dire, l'empoisonnement, hein, de ce qui a été pour Ford quelque chose d'important, qui a été d'une certaine façon le vieil Ouest américain. Et on sent qu'il, dans ce plan-là, il y a les deux impulsions, si vous voulez, du film. Et donc, lorsque le train arrive, donc James Stewart et Vera Miles, qui sortaient d'ailleurs, pour ceux qui s'en souviennent, du tournage de Psychose, hein, 1 an et demi auparavant, Vera Miles sortent, hein, arrive sur le quai, et on a, en attendant Andy Levitt, le Marshal, un très très beau, une très belle ombre noire qui passe sur lui au moment où le train arrive. Autrement dit, le train, c'est aussi le voile noir qui ramène avec lui une histoire, et une histoire qui raconte celle de la civilisation, hein, on pourrait presque dire comment est-ce que le train s'est imposé, de certaine façon, ça raconte ça. Le train, la loi, l'avocat, le livre, le texte, comment tout ça s'est imposé au profit d'une génération, d'une histoire du vieil Ouest qu'incarne évidemment John Wayne, Tom Donifon, mais qu'incarne aussi Lee Marvin. Tous ces gens-là ont disparu et qu'incarne aussi, entre parenthèses, je ne sais pas si vous avez vu la différence de la ville entre l'époque contemporaine, 1910 grosso modo, et puis l'époque du flashback. Dans l'époque du flashback, il y a encore un melting pot dans cette ville-là. Hein, il y a des Mexicains, il y a la cantina, il y a le Suédois, il y a des gens d'origine différente. Quand vous arrivez en 1910, c'est totalement propre. C'est plus des whites, grosso modo anglo-saxons, et Pumpy qui est toujours là, toujours mis de côté. Hein, ça que, de façon très subtile, Ford raconte aussi la disparition de certaine façon de ce melting pot-là au moment de 1910. Cette classification n'a pas forcément profité à tout le peuple américain. Et donc, je reviens sur ces trois acteurs parce qu'il y a beaucoup de signes de la modernité du film. C'est un film extrêmement moderne, en tout cas qui sent venir des choses, alors qu'il est par ailleurs totalement tourné vers le passé. C'est pour ça que de faire de L'homme qui tue à Liberty Valance un film nostalgique, à mon avis, on se trompe un peu. Hein. Encore une fois, je pense que Ford est beaucoup plus un cinéaste mélancolique, hein, et qui a parfaitement aussi conscience que l'objet qui est perdu, au fond, n'a jamais existé. Hein. C'est pour ça qu'on avait parlé ici de Michael Cimino, qu'on s'appelle L'œil du dragon, etc. Bon, tout ça pour dire qu'on voit bien que ces trois acteurs-là qui incarnent une forme de nouveauté, pourquoi ils incarnent une forme de nouveauté ? Ils sont trois. Alors évidemment Lee Marvin, à l'époque, qui n'est pas l'acteur, en fait l'acteur connu des 12 salopards pour faire court. Hein, les 12 salopards, c'est le film qui va lancer la carrière de Marvin en 67. Et Lee Marvin commence là à jouer des rôles. Il a joué dans Twilight Zone, il a fait plein de petites choses. Et c'est vrai qu'il explose comme un espèce de méchant, sadique, brutal et en même temps flamboyant dans Liberty Valance. Et il est avec deux acolytes, vous avez sans doute reconnu, Lee Van Cleef. Bon, ça je m'en doutais quand même. Mais l'autre, alors c'est pas bien. L'autre, c'est Strother Martin. Alors Strother Martin, pour des gens qui devraient tous les jours revoir La Horde Sauvage, parce que c'est quand même votre film de chevet, comme à moi, Strother Martin, c'est un des tueurs sadiques qui est à la solde de Soldat Ryan, un peu fou, qui passe son temps à détrousser des cadavres, homosexuel, et qui rit toujours d'un rire totalement diabolique au moment où la mort se répand. Vous voyez que dans ce film-là, on est en 61, et Strother, c'est celui qui, normalement, qui trépine de jouissance lorsque Peabody est fouetté. Hein, c'est lui. Bon. Alors là, ce qui est vachement intéressant, c'est qu'on se dit, c'est très drôle parce qu'on n'a pas forcément en tête ce sadisme, ce type de violence-là, on ne l'associe pas forcément au cinéma de John Ford. Vous voyez ce que je veux dire? Dans les westerns de Ford, généralement, les gens peuvent être violents. En tout cas, bon, ça serait long à expliquer, mais grosso modo, peuvent avoir des comportements violents. Mais ces comportements violents-là, ils sont très souvent liés ou, si vous voulez, articulés à une raison qui, de leur point de vue, est totalement valable, la défense d'un territoire, la défense d'une femme, une vengeance, voire par moments, on pourrait dire une blessure familiale, peu importe, mais cette violence-là, elle s'exerce encore
malgré tout dans une forme de code, de rituel. Hein. Elle est d'une certaine façon, elle possède ses propres justifications. Avec ces trois personnages-là qui débarquent, on a quand même le sentiment qu'il y a un nouveau type de violence qui débarque, et dans le cinéma de John Ford, on est quand même un peu à la fin, et dans le cinéma américain. Ça, c'est très intéressant, parce qu'on est encore une fois en 61, on sentait bien, en ayant vu les films de Ford, que Ethan Edwards, dans La Prière du désert, en 57, ça commençait déjà à partir un peu en vrille. C'est-à-dire que la pathologie commençait un peu à prendre, pas le pas, mais en tout cas à s'équilibrer avec la justification du personnage violent dans le cinéma classique américain, et donc dans le cinéma classique américain, et donc dans le western américain. Et on voit bien avec le personnage de Lee Marvin dans Liberty Valance qu'on a une autre forme de violence qui arrive, absolument nouvelle, une espèce de violence sadique, une brutalité pure, c'est presque du mal à l'état pur. À aucun moment, Ford ne va d'ailleurs chercher chez Lee Marvin quelque chose comme une forme d'humanité ou va amender ses actions. Hein, à chaque fois qu'il est là, c'est l'homme au fouet, d'ailleurs c'est l'objet qu'il caractérise. Lorsque James Stewart sort de la cuisine, la première chose qu'il voit c'est le fouet égale Lee Marvin, donc il sait très très bien, autrement dit c'est l'homme sadique qui brutalise comme ça ses victimes. D'ailleurs vous remarquez que Lee Marvin, non seulement c'est un sadique, c'est une brute, et qui ne s'attaque qu'à des faibles. Dans le film, à aucun moment on pourrait dire qu'il se lance dans une bagarre avec quelqu'un qui est son égal, Tom Donifon étant à chaque fois celui qui se dresse contre lui. Là, Lee Marvin, pour le coup, à chaque fois recule. Non, Lee Marvin, c'est une espèce de figure nouvelle du mal dans le cadre du cinéma de Ford, du western et du cinéma américain, qui est totalement passionnante parce que avec Lee Marvin, en fait, Ford, à mon avis, a l'intuition, il a la prescience qu'en ce début des années 60, quelque chose est en train de changer, et dans le cinéma américain, ou je devrais plutôt dire dans l'Amérique, et donc dans le cinéma américain. Autrement dit, la violence un peu rassurante, toujours articulée à une cause défendable ou pas, elle est en train de disparaître. Arrive maintenant une forme de violence un peu étrange, qu'on ne sait pas maîtriser, sans justification, qui surgit comme ça, qui jaillit. D'ailleurs, vous avez vu Lee Marvin, on sent qu'il est toujours dans le jaillissement permanent, c'est-à-dire qu'il peut être extrêmement calme et d'un seul coup tirer une chaise, il peut s'exciter parce qu'on lui, par exemple au tout début du film, lorsque la diligence est attaquée, vous voyez la violence qui surgit de Lee Marvin. D'ailleurs, c'est intéressant de noter que la première grande violence de Lee Marvin, c'est parce qu'il a vu un livre. C'est-à-dire que la première réaction, enfin disons que la réaction hors norme de violence, parce qu'un coup de poing, très bien, on jette James Stewart dans la terre, très très bien. Mais on sent qu'il y a une violence nouvelle qui vient d'apparaître à ce moment-là. C'est évidemment la violence qui apparaît lorsqu'il découvre que l'homme a une espèce de caisse de livres. Alors, pour les effets d'écho, je rappelle juste que cette caisse de livres renvoie au bidon rempli de livres de Lincoln dans Vers sa destinée en 1939. J'essaierai pas trop de multiplier les raccords et les échos parce que sinon on n'en sortira pas. Mais il y a quand même un lien extrêmement fort entre Liberty Valance et Vers sa destinée. J'y reviendrai juste après, avec notamment un élément, j'espère que vous avez repéré, qui est fondamental dans le film. Bon. Tout ça pour dire que cette violence-là, elle est nouvelle, et donc on a à la fois un film qui est un film totalement rétrospectif, qui va analyser, on pourrait dire, l'histoire de l'Amérique. Vous savez, Ford, on a passé beaucoup de films ici, de films dits fordiens, autrement dit de films se plaçant dans l'héritage de John Ford, et vous savez que grosso modo, à chaque fois, ou la plupart du temps, ces films-là sont des films qui se passaient à la charnière de deux mondes. Le grand truc de John Ford, en tout cas de sa seconde partie de carrière, c'est comment est-ce qu'on passe d'un monde finissant à un monde qui arrive. Qu'est-ce qu'on va gagner? Qu'est-ce qu'on a perdu? Et cette analyse-là, chez Ford, elle se fera de plus en plus précise, et je devrais même dire désenchantée. C'est qu'on pourrait presque dire que finalement, quand on voit l'homme qui Liberty Valance, on a le sentiment que tout a été perdu, ou qu'on a perdu sur tous les tableaux. C'est-à-dire que le visage de James Stewart à la fin, qui reçoit d'ailleurs le titre du film dans la figure comme une espèce de coup de ventre, d'un coup de poing dans le ventre. Je ne refuserai que ça, l'homme qui tue à Liberty Valance. Là, on a l'impression que c'est le coup qui l'achève définitivement. On y reviendra, la façon dont le titre revient à la fin et qu'est-ce que ça raconte du rapport à James Stewart. Mais donc, cette espèce d'évolution dans le film, elle montre que Ford est à la fois de plus en plus, on pourrait dire, dubitatif sur l'histoire de l'Ouest et donc ce que le western a véhiculé et ses propres films à lui. C'est pour ça que c'est un film qui aussi reprend, dans ce film, Ford reprend ses motifs à lui parce qu'il a envie de les réévaluer. C'est pour ça que la chevauchée fantastique au départ avec la diligence, c'est un phénomène important. C'est pour ça que d'autres personnages, le personnage de Sergent Rutledge, je pourrais vous citer énormément d'autres exemples, si vous voulez, où on a le sentiment que Ford reconvoque les westerns qu'il a fait auparavant en disant oui mais du temps a passé,
J'ai évolué sur ces questions-là depuis. Je suis moins sûr de moi. Et voilà ce que j'en pense aujourd'hui. Autrement dit, on peut dire que le grand trajet de Ford, c'est d'abord, on serait allé d'une forme d'innocence, de naïveté, de chanson de geste, hein, assez brillante, plutôt solaire dans les années 10-20, et plus le temps va passer, plus tout ça va devenir plus problématique, jusqu'à une forme d'ambiguïté, parce que moi je pense que l'humeur qui sort de Liberty Valance, c'est l'ambiguïté totale. C'est en fait, eh ben ouais, bon, ça dépend comment on prend les choses, mais il n'y a aucun motif de satisfaction à l'intérieur du film. C'est-à-dire qu'on prenne le film du point de vue de Tom Donifon, qu'on le prenne du point de vue de James Stewart, qu'on le prenne du point de vue de Ali ou de Lee Marvin, qui lui maintenant est dans un cercueil. En fait, le film n'arrive pas, et je pense que c'est c'est vraiment exactement ce que pense John Ford, il n'arrive pas à mettre, si vous voulez, à l'endroit une histoire de façon satisfaisante. Il te dit, voilà, c'est extrêmement complexe, voilà comment ça s'est passé, et je ne sais pas là-dedans qui a gagné, qui a perdu. Parce qu'au début, on peut penser que James Stewart est plutôt un personnage positif lorsqu'il arrive, un peu paternaliste même, etc. À la fin du film, l'image du personnage, quoi qu'on en pense, elle s'est considérablement dégradée. C'est-à-dire qu'il y a une violence, mais ça j'y reviendrai parce que je ne sais pas si c'est un truc qu'on perçoit dès la première fois, mais il y a une violence dans le traitement de Ford, du personnage de James Stewart, qui est quelque chose d'absolument incroyable. À la fin, cette espèce de vieux patriarche, l'homme installé de l'Est, sénateur, avec sa femme, il repart, et on s'est rendu compte que quoi, qu'il a menti. Qu'il avait menti. Là, il a voulu dire la vérité, mais il se trouve que la presse, en l'occurrence, ne veut pas imprimer cette fameuse vérité-là. Il est prisonnier d'un mensonge, c'est-à-dire qu'il l'a dit, on ne le publie pas, mais je ne refusais jamais rien à l'homme qui tua Liberty Valance. Donc il est condamné à vivre avec ce mensonge-là. Or, en même temps, il arrive dans le film comme un espèce d'avocat idéaliste, et on se dit, formidable, ça va être la victoire de la loi, de la réflexion, de la pensée, et puis même si le vieil Ouest doit disparaître, c'est l'évolution, on passe vers la civilisation, mais cet homme il est intègre, formidable. À Torné-Atlo, on l'entend sans arrêt, on a l'impression qu'il a que ça à la bouche. James Stewart, quand il parle, moi je suis les livres, il n'a même pas de haine en lui. Ce qui en fait un personnage assez admirable d'ailleurs, c'est que Lee Marvin, à aucun moment on sent... Non, il a juste envie de l'envoyer en prison, jusqu'au moment du duel d'ailleurs. Il a envie de l'envoyer en prison. C'est pas au nom de cette fameuse Western Law, de la loi du talion. Non, il considère que la loi doit s'appliquer, etc. Donc on a un personnage qui a tout pour être une sorte de figure un peu immaculée de la loi dans le film. Et en fait, Ford, exactement d'ailleurs, entre parenthèses, à partir du fameux duel qui est remontré lorsque Tom Donifon prend à part Ransom Stoddard, qui est une des plus belles scènes du film d'ailleurs, et il lui explique le film. Il est en train de lui dire, parce que l'homme qui tue à Liberty Valance en anglais, c'est The Man Who Shot Liberty Valance, et Who Shot ça veut dire tuer, et c'est aussi qui tourne. Et on peut aussi prendre le titre comme l'histoire de l'homme qui tourna Liberty Valance. Et on y reviendrait tout à l'heure en se disant, mais c'est qui l'homme qui a tué Liberty Valance à part John Ford? Ça, je reviendrai après. Et donc, ce qui est très très beau, me semble-t-il, c'est qu'on a une évolution l'évolution d'un personnage à l'intérieur d'un film qui est à la fois totalement, on pourrait dire, sceptique, mais circonspect, mais qui se pose des questions au sens où Ford ne l'a jamais fait à ce point-là, c'est-à-dire qu'en fait il ne sait pas, et en même temps il est totalement en prise avec cette Amérique qui vient. Cette Amérique qui vient, c'est l'Amérique d'une violence incontrôlable, plus attachée à aucune idéologie. Je vous parlais de Kennedy tout à l'heure. Évidemment, c'est intéressant de remettre le film dans ce contexte-là. Et ces trois personnages, les fameux trois acteurs, Lee Van Cleef, Walter Martin et Lee Marvin, voilà, peu importe, les trois. Lee Marvin, c'est quand même l'acteur qui, 2 ans après, va tourner dans The Killers, un film de Don Siegel, dans lequel il n'est plus qu'une machine, un tueur à gages opérationnel, alors là, totalement détaché de la moindre idéologie, du moindre désir, de la moindre justification, rien. C'est une machine à tuer. Il sera évidemment un peu comme ça, pour ceux qui s'en souviennent, dans À bout portant, de John Borman, et puis évidemment les rôles qu'il fera par la suite, etc. Ce qui est intéressant, c'est que Lee Marvin, on est en 61, et John Ford lui donne déjà le rôle très très moderne qu'il aura dans les années 60, on pourrait dire attaché à une forme de violence qui est totalement différente de la violence du cinéma classique. Lee Van Cleef, évidemment, vous savez où il va débarquer.
hein, donc ça j'en parle pas. Et puis Strother Martin, le fameux Strother Martin, ça dit que l'homme qui jouit. Pourquoi je vous parlais de Peckinpah? Parce que Peckinpah, l'année où sort L'homme qui tue à Liberty Valance, Peckinpah sort Coup de feu dans la Sierra, et je trouve que c'est intéressant dans l'histoire du cinéma de voir que la fin d'un cinéaste est tout aussitôt, on pourrait dire, reprise, ou qu'il y a une forme de passage de relais entre Ford et Peckinpah, deux cinéastes qui incarnent, on pourrait dire, à partir d'une même histoire, parce que Peckinpah lui va, comme Ford, se saisir lui aussi de l'histoire de l'Ouest, mais à une époque, l'Amérique des années 60-70, qui a complètement changé, hein, aussi bien dans son rapport à cet Ouest-là qu'à son histoire, qu'à sa façon de montrer les choses, de le représenter. Et je trouve que le film arrive exactement au dernier moment où Ford passe le relais à Peckinpah, qui le prend au même moment. Et en fait, Peckinpah, on pourrait presque dire, va d'une certaine façon prolonger l'héritage de Ford. J'aurais pu vous montrer en fait un film de Peckinpah dans le cycle, mais je préférais plutôt en parler là, à l'occasion de Liberty Valance, parce que quand on voit les films de Peckinpah, on ne se dit pas forcément que ce sont des films fordiens. En même temps, dans l'histoire du cinéma américain, Liberty Valance est vraiment le film qui passe le relais au western moderne, dont Peckinpah va être un des chantres. Alors, évidemment, je ne veux pas oublier quand même que dans ces années-là sont arrivés des gens comme Anthony Mann, comme Bob Butiker. Il y a des couches de transition. Ça ne s'est pas fait violemment. Ford, tiens, vas-y, Sam, c'est moi, j'y vais. Pas du tout. Il y a évidemment le cinéma américain, depuis la fin des années 50, est en train d'opérer cette même James Stewart dans l'APA. Pour ceux qui s'en souviennent, ou 73 par exemple, on sent lui aussi qu'il y a une forme de sadisme dans la violence. On sent que cette violence un peu organisée, un peu pleine, un peu justifiée, qui faisait malgré tout avancer le monde dans le cinéma classique américain, dans le western, elle, depuis la fin des années 50, elle ne marche plus. Ou en tout cas, elle marche de moins en moins. Et Ford l'a aussi dit, évidemment, avec Edward Edwards. C'est pour ça que je trouvais très intéressant que Peckinpah, qui connaissait très très bien les films de Ford, évidemment, et choisi de prendre Strother Martin dans, évidemment, La Horde sauvage, qui va être sans doute évidemment l'une des naissances, ou en tout cas qui va marquer le grand renouveau ou le superbe enterrement, vous l'appelez comme vous voulez, mais c'est pareil, du cinéma américain de classique et du western américain. Donc je pense que le choix de ces trois acteurs-là, il est vraiment passionnant, parce qu'on voit vraiment combien Ford restait à la fin de sa vie, alors qu'une nouvelle génération était en train de débarquer, toute cette génération du fameux Nouvel Hollywood, début des années 60, elle commence à être en place. Ça commence à bruisser. Ils sont critiques de cinéma, ils commencent à écrire des scénarios, le public est en train de changer, il y a beaucoup de choses qui se passent et on sent que Ford reste quand même extrêmement attentif, si vous voulez, à cette histoire-là. Alors, un autre élément moi, qui me semblait intéressant évidemment dans le rapport au film passé et qui permet de se poser la question en fait, des personnages du film. Je vous l'ai dit tout à l'heure, chaque plan de Liberty Valance, c'est une idée, c'est vrai. Et d'ailleurs, il faudrait y repasser beaucoup de temps. Mais pensons une seconde au personnage du film. Parce que je trouve très intéressant de se demander quel est le personnage principal du film. Quel est celui, en tout cas, qui est le moteur de l'action, qui fait avancer quoi dans ce film-là, et je pense que répondant à cette question, on répond, en tout cas, on résout ce que Ford a voulu faire avec le film. Vous avez entendu l'air de musique à la toute fin du film, lorsque James Stewart pose une question à laquelle il a la réponse, mais qu'il n'a pas envie d'entendre, il va l'entendre, ça lui fait mal. Qui a posé ce cactus en fleurs? On entend un air de musique qu'on entend 6 fois dans le film, si je ne dis pas de bêtises, qu'on entend une fois au début, une fois à la fin, 4 fois au milieu. Cet air, c'est l'air de Anne Rutledge, dans Vers sa destinée. Vous l'aviez en tête ou pas? Est-ce que quand vous avez entendu cette petite musique, elle vous disait quand même quelque chose? Ah bon, voilà, c'est déjà bien. Voilà, vous disiez quelque chose. Ce quelque chose, c'est que Ford en fait, au début, ne voulait pas vraiment mettre de musique dans L'homme qui tue à Liberty Valance, à l'exception du thème de Anne Rutledge, qui lui aimait beaucoup, et qu'il a choisi de mettre à des moments extrêmement clés du film. Alors, on a tous vu ensemble Vers sa destinée il y a quelques mois. Anne Rutledge, c'est quoi dans le film? Voilà, c'est la femme perdue de Lincoln, si vous voulez. C'est celle qui meurt au tout début, souvenez-vous, balade le long du fleuve, cut, glaciation, un des plus grands cuts de l'histoire du cinéma de Ford. Il est dans Vers sa destinée. C'est le moment où Anne Rutledge et Henry Fonda se baladent au bord du fleuve, la vie est devant eux, tout se prépare. Plan suivant, Fonda devant la tombe de Anne Rutledge. C'est quand même de violence. Oui, c'est un des plus beaux raccords du cinéma de Ford. Tout ça pour dire que Anne Rutledge, ça reste, souvenez-vous de Vers sa destinée, la femme, l'amour perdu,
de Lincoln. On peut dire sa blessure secrète. Et d'ailleurs, il y aura toujours une Anne Rutledge dans tous les films de Ford. Vous savez que dans les films de Ford, les vivants parlent beaucoup aux morts. Il y a chez Ford cette idée que c'est le côté... c'est le côté Auguste Comte, quoi, si vous voulez. C'est le dialogue entre Auguste Comte disait les vivants sont gouvernés par les morts, ou plutôt les morts gouvernent nécessairement les vivants. On a vraiment ça dans les films de Ford, d'où l'importance des tombes, des cimetières, des personnages qui se recueillent devant une tombe. Souvenez-vous de John Wayne dans La Charge héroïque, qui vient parler à une tombe, et d'un seul coup une femme débarque, et pendant un court instant, on pense que cette femme est là. Disons que le dialogue est tellement puissant entre les morts et les vivants que l'ombre et une femme, on pourrait presque penser que la femme se réincarne ou réapparaît à la force du dialogue entre les vivants et les morts. C'est une idée absolument, c'est très beau, c'est génial, quoi. Et là, on a évidemment la même chose. Et donc, ce que fait Ford, c'est qu'il réutilise le thème d'Anne Rutledge dans Vers sa destinée. Anne Rutledge, c'était à la fois l'amour perdu, la blessure secrète de la plupart des héros de John Ford. La raison, au fond, pour laquelle on va retourner vers la tombe à un moment donné, c'est pour espérer, au fond, le miracle de la charge héroïque, qu'on croit que la femme qui débarque, finalement, c'est la résurrection de la femme perdue. Et c'est aussi, dans Vers sa destinée, la femme qui décide, pour le coup, de la destinée de Lincoln. Souvenez-vous, Lincoln ne sait pas encore ce qu'il veut faire. Il hésite entre plusieurs carrières, dont la carrière d'avocat, évidemment, et il prend un bâton. Il est devant la tombe de Anne Rutledge et il s'adresse à elle, il s'adresse à la tombe en disant « Écoute, voilà, je vais faire tomber le bâton. S'il tombe de ce côté-là, je serai avocat, sinon je fais autre chose. » Et évidemment, il pense que c'est l'esprit de Anne Rutledge qui va provoquer la chute du bâton d'un côté ou de l'autre. Et il se trouve que le bâton tombe du côté « Tu seras avocat ». Autrement dit, c'est Anne Rutledge morte qui, dans le film, organise, en tout cas, indique le destin de Lincoln. Alors, si on a ça en tête, parce que Lincoln, vous savez, je vous l'ai souvent dit, Ford était fan de Lincoln, c'était sa figure favorite. Il est dans tous les films, Lincoln, si vous voulez. C'est peut-être la seule vraie idole, d'ailleurs, de Ford, c'est Abraham Lincoln. Et là, vous avez vu qu'on a la même chose, c'est-à-dire que le thème de Anne Rutledge, il sert d'abord, donc il sert 6 fois, mais ce qui est assez beau, c'est que lorsqu'il sert dans le flashback, autrement dit quand Ford met ce thème musical, qui pour les Fordiens renvoie tout de suite à la mort de cette femme et Lincoln. Lorsqu'il met ce thème musical dans le flashback, il l'associe toujours à Ali et James Stewart, Ransom Stoddard. Autrement dit, on se dit même de façon presque intuitive, quand on entend le thème pour la première fois, ça y est. Il y a un truc qui est en train de se passer entre eux. Évidemment, Ford est en train de mettre ce thème-là. Autrement dit, si le scénario nous dit que Ali est assez prête à se marier avec Tom Doniphan, que lui commence à tarder un peu, alors c'est toute l'histoire de ce personnage-là, en fait, qui est en retard, dépassé ou anachronique. Dans tous les cas, chronologiquement, Tom Doniphan a un problème, y compris même au niveau conjugal, au niveau intime, puisqu'on lui dira plusieurs fois, tu ferais mieux te dépêcher, et pas encore, on va se marier, etc. L'homme, il a du retard sur l'histoire, ou en tout cas, l'histoire est en train de le dépasser, et comme l'histoire, c'est aussi Ali, perdant sa femme, sa future ex-femme ou son ex-future femme, évidemment, il perd aussi le train de l'histoire. C'est ça qui est toujours très très beau chez Ford. C'est la façon dont, on pourrait dire, le cercle intime, privé, personnel des personnages s'articule toujours à la grande histoire. C'est ça qui est très très beau et qui est toujours miraculeux chez lui. Et que beaucoup de cinéastes ont souvent essayé de faire converser la petite histoire et la grande et n'y arrivent pas. Ford est un génie pour ça. Quand on voit L'homme qui tue à Liberty Valance, à aucun moment, lorsque le thème de Anne Rutledge apparaît, ou lorsque la relation triangulaire Ali, Tom Doniphan, Ransom Stoddard, on n'a pas le sentiment que le récit piétine. On n'a pas le sentiment à ce moment-là que le film nous raconte autre chose ou change de braquet. Non, il nous raconte sans arrêt la même chose, puisque chacun est l'incarnation à la fois on pourrait dire, du rapport à l'autre. Voilà, c'est peut-être ma femme, je suis séduit par cet homme, etc. Mais c'est aussi, dans cet amour-là, l'incarnation d'un rapport à l'histoire. C'est ça qui évidemment est très beau. Évidemment qu'Ali ne peut que perdre Tom Doniphan, ou plutôt l'inverse. Tom Doniphan ne peut perdre que Ali, parce que Ali, c'est celle qui a pris le train de la modernité. Comment elle le prend? Elle veut apprendre à lire. Elle incarne ça. Elle est en train d'embrasser le mouvement impulsé par Ransom Stoddard, qui incarne la civilisation, l'Ouest, l'avocat, l'éducation, tout ça. Et donc, lorsqu'elle demande
à ce personnage-là de lire. C'est une séquence qui est capitale, hein, lorsque l'autre lui dit il est en train de faire à manger. Je reviendrai sur la féminisation du personnage de James Stewart, capitale, hein, dans le film. Toujours avec un tablier, enfin voilà, bon. Et on est en 61. Et pourquoi est-ce que Ford l'affuble si souvent d'un tablier? Il est souvent couché, assis. Il n'y a pas beaucoup de boue, hein, James Stewart, dans le film. Mais il y a cette séquence très très belle, lorsque le livre récupéré de Lee Marvin, le livre déchiré, vous avez vu qu'il y a des bandages sur le livre, donc on suppose que c'est le livre qu'a déchiré Lee Marvin, il l'a posé devant lui alors qu'il est en train de faire la vaisselle, ou je ne sais plus ce qu'il est en train de faire, et il demande à Ali, parce qu'il a une super idée pour pouvoir coincer Lee Marvin dans un cadre juridique, il lui dit, bah voilà, lisez-moi ça, et elle évidemment ne peut pas, il comprend, et ça le surprend, parce que lui vient de l'Est, c'est vraiment la rencontre de deux mondes qui jusque-là ne se parlent pas. C'est ça qui est évidemment très très beau dans le film. Mais ces deux mondes, c'est aussi deux moments de l'histoire. Il y en a un qui va gagner. Il y en a un qui va absorber l'autre. Et donc elle lui demande de lire et elle ne peut pas. Il se rend compte qu'elle n'a jamais appris à lire. Et ce qui est formidable évidemment, c'est qu'il lui propose d'apprendre la lecture et l'écriture. Et c'est à ce moment-là précisément que Tom Doniphan perd Ali. Hein, parce que évidemment qu'il y a plusieurs étapes, hein, mais c'est à ce moment-là précisément, et c'est à ce moment-là que le thème de Anne Rutledge, je ne sais pas si vous l'avez en tête, surgit. Autrement dit, dans cette espèce de moment incroyable où se joue à la fois le moment où un personnage, le personnage d'Ali, elle aurait très bien pu dire non, je ne vais pas apprendre à lire. Moi, j'appartiens au vieil Ouest. Et dans ce vieil Ouest-là, eh ben, les femmes, je veux dire, elles n'apprennent pas à lire, on n'a pas besoin, elles ne votent pas, elles machin, non. Voilà. Je reste dans le temps de Tom Doniphan. Voilà ce qu'elle peut faire à ce moment-là. Et choisissant d'apprendre à lire, elle choisit à ce moment-là, elle choisit. En tout cas, son action l'a fait naturellement quitter le monde d'où elle vient. Elle est en train d'embrasser le monde de Ransom Stoddard, qui est celui de la civilisation. Autrement dit, lorsqu'elle demande à James Stewart d'apprendre à lire, lorsqu'elle va aller à l'école, etc., au fond, elle vient à l'instant même, hein, de quitter Tom Doniphan. Et évidemment, leurs trajets ne cesseront de s'éloigner du début à la fin. Ça, c'est un moment que je trouve très, très, très beau dans le film. Avec évidemment cette idée que le thème de Anne Rutledge, là où c'est passionnant, c'est pour ça que Ford le met à ce moment-là. Il ne le met pas pour dire, au fond, il y a une forme d'amour qui est en train de se créer entre Ransom Stoddard et Ali. Non, il met ce thème parce que ce thème commente le rapport entre Ali et Tom Doniphan. Vous comprenez ce que je veux dire? La perte dont la musique parle, hein, à laquelle il fait écho, si vous voulez, c'est pas la petite idylle en train de naître entre Ransom Stoddard et Ali. Non, c'est une musique tragique qui est en train de nous dire ce qu'on prend pour une espèce de petite bluette, 2-3 violons, ah ça y est, il commence à se passer un truc entre eux. Non, pas du tout. Ce que raconte Ford à ce moment-là, c'est la perte de Tom Doniphan. Autrement dit, l'épouse perdue qui était Anne Rutledge dans Vers sa destinée, qui était réelle, elle était vraiment morte, devient l'épouse perdue symbolique dans Liberty Valance. C'est pour ça d'ailleurs que tout le film ensuite devient tragique, puisqu'on comprend à la fin du film qu'en fait qu'elle a choisi le mauvais cheval. Ou en tout cas qu'elle ne sait pas le cheval qu'il fallait choisir. Elle voulait apprendre à lire, à écrire. En même temps, elle était amoureuse de Tom Doniphan. Hein, et ce qu'elle a perdu, cet homme-là, le vieil Ouest, elle le regrette terriblement. Et à la fin, on va quand même retourner aux roots, on va retourner aux racines. Tu sais, j'aimerais bien retourner là-bas, etc. Donc le film est aussi une espèce de boucle, une sorte de surplace. C'est-à-dire que à la fois, je suis passé du vieil Ouest à la civilisation. Washington, sénateur. Conclusion, j'ai quand même envie de revenir au vieil Ouest. Mais le problème, c'est que ce vieil Ouest, c'est plus le même. C'est que, comme disait l'autre, maintenant, la machine in the garden. C'est-à-dire que maintenant, ça n'existe plus. Le melting pot n'est plus là. Qu'est-ce qui reste de la maison de Tom Doniphan? C'est ce qu'elle voit au début. Un endroit en ruine qui est brûlé. Le vieil Ouest, très symboliquement, c'est la maison de Tom Doniphan qu'elle va visiter à la toute fin du film. Autrement dit, là où le film est totalement et assez tragique, c'est qu'en fait, il est trop tard pour revenir en arrière et on ne pouvait rien contre l'évolution de l'histoire. C'est ça que raconte Liberty Valance. Donc on est complètement coincé. C'est-à-dire que le film nous conduit à éprouver cette espèce de sentiment. On est un peu hébété. On se dit, ouais, c'est vrai. Mais alors qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas.
Hein, c'est qu'effectivement, on ne pouvait pas faire autrement que la civilisation. Il fallait faire ça. Il fallait que la loi s'impose. Il fallait effectivement que des gens comme Lee Marvin disparaissent. Le problème, ce qu'on oublie très souvent, c'est que Lee Marvin, en fait, c'est l'arbre qui cache la forêt. Parce que Lee Marvin disparaissant, Tom Doniphan disparaît. L'un étant évidemment la face inversée de l'autre. Et d'ailleurs, très souvent dans le film, vous avez sans doute remarqué que James Stewart reproche, d'ailleurs il le dit au tout début du film, vous parlez comme Liberty Valance. Hein. C'est pour ça que là où on pourrait croire à une forme d'opposition entre d'un côté Ransom Stoddard et Tom Doniphan, son protégé, son bon samaritain d'ailleurs très précisément, j'ai pas le temps d'y venir, mais c'est vraiment son bon samaritain, l'autre qui appelle toujours l'homme pilgrim, hein, le pèlerin. On pourrait dire que ça, y a une sorte de duo là, avec d'un côté, pour faire court, l'un qui a le cerveau et l'autre qui a les flingues. Hein, et puis en phase 2, il y aurait Lee Marvin. Pas du tout. La découpe, la vraie découpe du film, la découpe profonde, la découpe de l'histoire, c'est qu'on a d'un côté Tom Doniphan et Lee Marvin, et de l'autre, on a Ransom Stoddard. Hein. Et toute la douleur, évidemment, du film, c'est que celui qui est du côté de Ransom Stoddard, à mesure qu'il l'aide à progresser, creuse en même temps sa propre tombe. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais plus quel critique écrivait, c'est un peu comme si Ethan Edwards, au moment où il va scalper Scar après du désert, réalisait qu'il commettait son propre suicide. Vous comprenez ce que je veux dire? Non, voilà. Non mais c'est très important. Hein, c'est très important parce que le film est articulé, si vous voulez, autour de... Il y a les couples d'apparence, ou plutôt il y a les oppositions d'apparence, hein, les bons, les méchants, les violents, pas les violents, ceux qui veulent la loi, ceux qui veulent, etc., etc. Le film, en fait, nous fait mine de progresser de façon, je dirais pas, et pas du tout binaire ou monolithique, mais de façon un peu dialectique. C'est parti, voilà. On sait qu'il y a ceux qui s'opposent aux élections, ceux qui veulent. Bon, donc on met d'un côté John Wayne et James Stewart, et de l'autre on met Lee Marvin et ses éleveurs, d'ailleurs, ces cattle barons qu'on ne voit pas, mais qu'on a vu chez Anthony Mann, on voit de quoi ils retournent. Hein. Donc on se dit, voilà, le monde dont parle Liberty Valance, et l'enjeu du scénario, c'est quand même ça, qu'un camp l'emporte sur l'autre, grosso modo. Or, le génie de Ford, évidemment, c'est que la vraie histoire, c'est celle qui est recouverte par celle-là. Et que les lignes de fracture, les lignes de séparation, les limites entre les individus ne sont en fait pas du tout celles qu'on croit voir au premier abord. Hein, entre Lee Marvin et Tom Doniphan, ils appartiennent au même monde. Ce sont les mêmes. Autrement dit, il y a l'un parce qu'il y a l'autre. Hein, c'est-à-dire que si la brutalité de Lee Marvin, hein, le bandit de grand chemin, n'a pas en face de lui un cow-boy courageux, le couple disparaît. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est très important parce que ça montre vraiment la vraie ligne, pas de fracture, mais la ligne de progression, si vous voulez, du film. Lee Marvin et Tom Doniphan, ce sont les mêmes personnages. Autrement dit, quand l'un va sombrer, l'autre va sombrer, et d'où la dimension tragique de Liberty Valance, puisque évidemment, il faut que la civilisation s'impose, et qu'elle va s'imposer, qu'on n'y pourra rien, et que faisant ça, d'une certaine façon, Tom Doniphan, c'est le grand sacrifice, le vrai héros du film. Évidemment que c'est lui. Hein, c'est Tom Doniphan. Pourquoi c'est le grand héros? Parce que, alors, il y a peut-être plusieurs... je ne sais pas si vous avez en tête un peu le traitement général de John Wayne dans le film, qui est quand même exceptionnel. Exceptionnel. C'est-à-dire qu'au début du film, il arrive, je ne sais pas si vous vous souvenez, il est plutôt tout fringant. Il est assez beau, il met même emmené son costume du dimanche, etc. À la fin du film, on dirait un clodo. C'est une épave. Lorsqu'il va le voir à Capital City, alors que Ransom Stoddard, en fait, on sent que Ford comprend que ces gens avaient besoin de gagner, mais qu'en fait, ça lui fait mal. En fait, c'est ça. James Stewart, c'est vraiment on sent que disons que l'antipathie, hein, dont Ford recouvre le personnage de James Stewart est extrêmement forte, quoi. Et donc, ce qui est génial, c'est que l'évolution du personnage de Ford, de John Wayne, au début, c'est l'homme de son temps, on pourrait presque dire. Il est beau, c'est le cow-boy courageux, il s'habille, il va avoir une femme, etc. Et en l'espace de 1h40, 1h45, le temps que dure le flashback, l'homme est en train de devenir quasi en temps réel, même s'il y a des grandes ellipses dans le film, d'ailleurs un peu étranges, vous avez peut-être remarqué. Je pars 3 semaines à tel endroit, je reviens, le temps passe, on ne sait pas vraiment comment. J'aime d'ailleurs ce côté un peu cotonneux, entre parenthèses, plutôt que de nous dire 1876, 1890, 1900. Il aurait pu passer par des grandes dates symboliques Ford, et il y en a. Hein, vous avez parlé de Frederick Jason Turner, il y a des grandes dates dans l'histoire de l'évolution de la frontière. Et comme Ford, et ça qui est très très beau,
en fait, ne sait pas, donc il a un côté, j'en parlais tout à l'heure, pendant que vous regardez le film, c'est son côté viscontien en fait. Voilà, j'y reviendrai après parce que je voulais quand même vous dire un mot sur Visconti et Ford. C'est qu'en fait, il ne sait pas exactement, ou en tout cas, il ne veut pas nous imposer des sortes de dates. C'est-à-dire que le film est extrêmement peu précis là-dessus, hein, sur les dates. Quelles sont les grandes bornes de l'évolution du passage de l'Ouest à la civilisation, on ne sait pas. Mais il prend des moments où les choses ont changé. Hein. Donc c'est assez beau parce qu'il laisse dans le flou, comme si lui-même se disait mais à quel moment ça a eu lieu. Vous savez, c'est toujours le truc de Fitzgerald, l'assiette est cassée, d'accord, mais quand a eu lieu la fêlure, quoi. Et là, personne ne sait. C'est la même chose. Il laisse dans le flou, on pourrait dire, les moments d'évolution. Et un des grands thermomètres de l'évolution, c'est pas du tout James Stewart. James Stewart, lui, il veut devenir avocat, il va le devenir, il va être soutenu. Il n'évolue quasiment pas, James Stewart. Un petit peu quand même, parce qu'il va prendre un pistolet à un moment. Ça, j'y reviendrai. Mais à part ça, il évolue relativement peu. John Wayne, lui, par contre, évolue terriblement, parce que c'est l'homme qui va disparaître, qui est, on pourrait presque dire, au centre de l'histoire que raconte Ford, de l'histoire de l'Ouest au début, et qui à la fin sera de plus en plus mis de côté. Alors, je vous citerai 3-4 moments qui sont des moments emblématiques de Liberty Valance. C'est évidemment son arrivée la première fois, hein, lorsqu'il convoie l'espèce de chariot, la fois lorsqu'il est extrêmement bien habillé, hein, avant la séquence dite du steak. Hein, ça j'y reviendrai, pourquoi il se lève pour le steak, hein, rien ne le fait bouger jusqu'au moment où son steak est par terre. Ça c'est un film américain, enfin, profondément américain, c'est-à-dire qu'on est dans ce moment de l'Ouest où la question du collectif n'existe pas encore. Alors que Ransom Stoddard, lui, il va arriver avec cette question du collectif. Il veut grosso modo faire passer la loi du talion, le western law, la justice individuelle, vers une loi pour tous et le collectif. L'un est l'homme du collectif, il veut le devenir, Ransom Stoddard. La question, c'est de se dire à quel prix, hein, à quel mensonge, au prix de quel mensonge il va pouvoir représenter le collectif. Et là, on est en 61, et Ford identifie déjà le mensonge politique comme à la base de la démocratie. Très très beau, ça c'est un moment génial. Et ce mensonge politique étant à relier à la fameuse phrase, bon bah alors à ce moment-là, allons-y, imprimer la légende, si elle become fact, si elle devient la réalité. J'y reviendrai parce que c'est évidemment brillant ce moment-là. Et donc, John Wayne, lui, ne cesse d'évoluer différemment, les 4-5 moments. Il y a ensuite, lorsqu'il arrive, vous l'avez vu dans l'allée, en train d'allumer son espèce il craque son allumette, le très beau moment d'un personnage qui est déjà dans l'éclipse, hein, qui est à la fois en noir, mais qui commence à déjà plus qu'une silhouette dans cet ouest qui est en train de se métamorphoser, et on le voit évidemment ensuite allumer sa cigarette, et puis à la fin du film, c'est l'homme qui une dernière fois va rentrer dans un monde auquel il n'appartient plus. Parce que qu'est-ce qui reste de l'Ouest et des cow-boys à la toute fin du film? Il reste cette espèce de cheval de rodéo ridicule, hein, qui vient faire son spectacle sur l'estrade. C'est déjà Buffalo Bill et les Indiens. C'est déjà l'Ouest comme spectacle. C'est déjà la communication politique. On est en 61, hein, je vous rappelle quand même ça, parce qu'il faut quand même toujours avoir ça en tête. 61, c'est quand même la première année au cours de laquelle les premiers débats entre candidats à l'élection présidentielle aux États-Unis vont être diffusés à la télévision. Hein, donc ça nous semble être antédiluvien, hein, par rapport à notre époque aujourd'hui. Mais on est en 61 à ce moment-là. Et là, il y a toute une série de films. J'aurais pu vous citer Tempête à Washington de Tom Preminger pour ceux qui l'ont vu. Il y aura un an plus tard Que le meilleur l'emporte de Franklin Schaffner, aussi avec Henry Fonda. Il y a ce moment 59-62 dans l'histoire du cinéma américain passionnant où d'un seul coup, les grands cinéastes américains sont en train de prendre conscience d'une métamorphose extrêmement profonde de la politique américaine, des représentants, de la représentation, de l'arrivée des médias, et donc du mensonge, de la manipulation, etc. Et Liberty Valance, c'est rien que ça. C'est un homme qui, en fait, a réussi, on pourrait dire, sa carrière, est allé au sommet de la représentation, en l'occurrence à Washington, sur un mensonge monstrueux, tout simplement. Et le pire, ou ce qui est encore génial, c'est que quand bien même il a envie de faire son coming out, il va dire, bon, allez, bah non, là, il faut que je lâche l'affaire, il faut que je le dise, lâche le morceau. Là, on lui dit, non, on n'en veut pas. C'est là la fameuse phrase, il faut continuer à imprimer la légende, etc. Alors, et donc Ford à la fin, alors vous avez forcément tous repéré, parce qu'en fait Ford fait le coup qu'il avait déjà fait dans Prince du désert, cet éternel plan, parce que John Wayne à partir de 57, ça devient quand même l'acteur qui chez Ford est là et apparaît pour disparaître. C'est un peu son rôle.
Pourquoi? Parce qu'il incarne au plus près ce qui a été l'utopie de Ford, et puis une utopie un peu bizarre, et peut-être une utopie que j'ai pas forcément comprise. En tout cas, c'est le personnage, on pourrait dire, le plus fordien, hein, qui incarne même ce passé légendaire de l'Amérique. Et dans le Prince du désert, c'est celui qui disparaît dans Monument de Vallée. Je ne vais pas vous refaire un discours sur le dernier plan de The Searchers, mais vous voyez, il y a dans le film l'équivalent. Hein, d'ailleurs, par 2 fois, et la deuxième fois, là où il est très très belle, c'est que lorsque Ransom Stoddard et Tom Donifon, qui n'ont pas tant de scènes tous les deux que ça, en privé. Hein. D'ailleurs, je crois que c'est la seule, si je dis pas de bêtises, puisque l'autre, c'est avec Pompey, lorsqu'il tire avec les pots de peinture. Hein. Donc en fait, on a l'impression qu'ils passent leur temps à s'opposer, à discuter, pas du tout. Il y a très peu de scènes ensemble. Par contre, cette scène-là, elle est évidemment capitale, puisque c'est elle qui détermine tout. Et Tom Donifon va chercher Ransom Stoddard, qui lui est très marqué par ce que vient de lui raconter John Carradine, qui lui dit c'est la marque de Cain. Il est quand même marqué parce qu'il sait que c'est vrai. Il sait que c'est vrai, parce que lui croit qu'il a tué. Il sait que c'est vrai. Et à ce moment-là, Tom Donifon, qui est on peut dire le super-héros du film, va à l'élégance, la classe, de lui dire, mais voilà, tu sais, ce n'est pas toi qui autrement dit, c'est pas toi qui as cette marque, c'est moi qui l'ai tué, qui est un moment très pervers, puisqu'à la fois il le libère d'un poids, on pourrait dire psychologique, personnel, de légitimité. L'homme se regarde en face dans un miroir ou pas, et en même temps, il lui livre l'information de certaine façon qui anéantit la légende sur laquelle il s'est construit. Donc on n'en sort jamais dans Liberty Valance. C'est-à-dire que c'est ça que je trouve extrêmement beau dans le film, c'est qu'on est systématiquement contraint de penser les 2 choses contradictoires, si vous voulez, ou inverses, ou opposées en même temps. Et la vérité, pour Ford, elle est là. C'est pour ça que quand des gens disent imprimer la légende plutôt que la vérité, moi je sais ce que ça veut dire. Non, ça veut dire 4-5 trucs complètement différents en même temps. Et Ford nous dit il faut penser toutes ces choses-là en même temps. Toutes ces choses-là en même temps. Et là, on atteint, je termine juste un tout petit truc, on atteint juste un petit bout, on pourrait dire, de la vérité. Alors, très vite sur John Wayne, donc vous avez vu cette séquence lorsqu'il va croire délivrer en tout cas Ransom Stoddard, qui lui est très content. Hop, je repars d'un seul coup, il fallait rebooster, et hop, il est reparti à l'Indien. Bon. Et on comprend qu'après il sera sénateur, c'est bon, il ne fallait plus que ça. Et vous avez vu que la caméra est placée en face de la salle de la réunion. Il y a une grande affiche open range, entre parenthèses, là aussi très complexe, parce que le western américain des années fin 60, 70 jusqu'à aujourd'hui, on pourrait dire qu'il va valoriser l'open range. Hein, on va passer notre temps à dire c'est quand même terrible ce moment où on a privatisé les espaces, il n'y a plus d'open range, il n'y a plus de grand western, il n'y a plus de road movie. Et en même temps, vous avez vu que le film nous explique attendez, l'open range, c'est pas ça. Hein. L'open range, c'est le règne des barons, c'est l'impossibilité pour les petits exploitants fermiers de créer leurs petits endroits qui vont privatiser, etc. etc. C'est vachement intéressant de voir on pourrait dire la façon dont Ford traite cette question de l'open range, qui est presque devenu un cliché de la liberté perdue. Ah, il n'y a plus d'open range aux États-Unis. Ford dit non, parce que l'open range, c'était déjà l'avancée du capitalisme par ces fermiers-là. Donc, ce qu'on a pris pour un espace de la liberté était en fait l'instrument de l'avancée du capitalisme sur le territoire américain. Ça aussi, je trouve ça intéressant. Enfin, tout ça pour dire que John Wayne s'en va à ce moment-là. Évidemment, et ce qui est très très beau, c'est qu'il nous rejoue le coup de The Searchers. Hein, vous voyez la configuration, elle est claire. Hein, je vais pas, si ce n'est que sur quoi se referme la porte dans le plan. Voilà, se referme sur les élections, sur ce monde qui vient là. Et la caméra, elle est où? Elle est de l'autre côté de la porte, c'est-à-dire qu'elle reste exactement. C'est ça qui évidemment est très très beau, c'est que dans The Searchers, John Wayne s'en va, d'une certaine façon, et John Ford on pourrait dire, est presque plus optimiste qu'au moment de Liberty Valance, parce qu'il reste du côté de la porte fermée. C'est-à-dire que John Wayne s'en va de l'autre côté. Le personnage s'en va dans Monument de Vallée, etc. Là, dans Liberty Valance, il reste dans l'espace de John Wayne. Ça n'empêche pas John Wayne de disparaître très littéralement du plan, parce qu'après ça, il n'a plus qu'à disparaître du cadre, disparaître évidemment du récit. Après ça, c'est la mort pour lui. D'ailleurs, la prochaine fois qu'on le retrouvera, c'est un cercueil. Il y a une ellipse très, très violente entre Tom Donifon quittant la salle des élections et puis son cercueil. L'un amène exactement à l'autre, pas besoin de montrer Tom Donifon à d'autres états, etc. C'est exactement le même. Et ce qui est très très beau, c'est que là, Ford rejoue encore une fois le coup de The Searchers. C'est toujours la même chose, si ce n'est que cette fois, Ford se met du côté de Tom Donifon. C'est-à-dire que la question, que le monument de Vallée, au fond, sur lequel se refermait la porte de The Searchers, cette fois, c'est l'avenir. Cette fois, c'est l'Amérique qui vient.
cette fois c'est James Stewart. C'est vachement intéressant. Hein, bon, après, faut s'intéresser à ce mais quand même, je trouve ça extrêmement passionnant. Toute dernière chose, après je vous laisse la parole, parce qu'après je vais oublier. C'est évidemment la fameuse, en fait je vais aller très vite dessus parce que vous connaissez ça, qui est la fameuse séquence, le fameux flashback, etc. Donc où on apprend qu'effectivement l'homme n'a pas, c'est pas James Stewart. Entre parenthèses, vous avez vu les effets d'écho. Je vous parlais tout à l'heure des effets d'écho entre Lee Marvin et John Wayne. Vous avez vu que Lee Marvin tire lui aussi, hein, 3 fois sur James Stewart avant d'éventuellement pouvoir le toucher, et qui passe par une espèce de gigantesque flasque qui explose exactement comme le pot de peinture sur, hein, le costume de James Stewart. Manière aussi toujours de créer des liens, des échos entre Lee Marvin et John Wayne, l'un étant sont les vrais alliés objectifs de l'histoire, hein, si vous voulez, ces deux-là. C'est-à-dire que quand Lee Marvin meurt, John Wayne, c'est fini. Bon. Oui, donc cette séquence de flashback qui est extrêmement célèbre, hein, qui est très très connue. Bon, il y a une petite chose par contre qui me semblait aussi intéressante, je voulais quand même vous le dire juste avant, parce que la fameuse séquence de la réunion en classe, où voilà, le cours, hein, d'initiation politique, d'éducation civique, on dirait aujourd'hui si vous voulez, un peu en accéléré de cette petite communauté de Shinbone. Et j'aime beaucoup le moment où évidemment Woody Strode, hein, se lève, et commence à dire oui, mais alors, etc. Tous les hommes sont nés égaux, ont droit à l'égalité, machin. Et l'autre lui dit, et James Stewart dit, c'est une phrase qu'on a tendance à beaucoup oublier ces temps-ci. Bon. Et ce que je trouve assez beau, c'est que évidemment, on est en 61 et on voit très très bien que dans l'actualité politique des États-Unis, hein, dans les mouvements pour les droits civiques dont je vous parlais tout à l'heure, c'est quelque chose qui résonne évidemment terriblement. Hein, c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier ces temps-ci. Bon. En même temps, lorsque James Stewart rentre à Capital City à la fin du film et qu'on lui met un badge, vous savez, ce truc-là, etc., qui est-ce qui est sur le bord, sur le perron? C'est Woody Strode, hein, le serviteur noir. C'est pour ça que c'est intéressant. Et là, à aucun moment, il lui dit, tiens, viens rentrer. Autrement dit, James Stewart, à ce moment-là, est aussi en train d'intégrer, on pourrait dire, un système qui sera totalement oublieux de ce qu'il a rappelé quelques mois ou quelques années auparavant, en disant ça serait bien effectivement que l'égalité soit effective pour tous, parce que Woody Strode dans le film, ça reste malgré tout à la fois l'homme de la communauté, mais qui est toujours, d'ailleurs il a toujours un pied dedans, un pied dehors, ce personnage-là, j'aime beaucoup, hein, il est évidemment très important, mais c'est un des plus beaux commentaires sur l'ambiguïté du statut des Noirs dans la société américaine de cette époque-là, c'est qu'à la fois ils sont dedans quand on a besoin d'eux, hein, alors il faut porter, il faut nettoyer, il faut tenir en joue l'autre, regarde j'ai mon serviteur qui est là si tu bouges le petit doigt, etc. Et en même temps, dans les moments, on pourrait dire pas importants, enfin plutôt dans les moments importants, ils sont sur le côté et personne ne fait attention au fait que dans cette salle-là, le noir somnole à l'entrée et pas du tout inclus dans cette communauté-là. Autrement dit, quand les choses sérieuses de la civilisation vont arriver, hein, le fameux vote, etc., cette constitution du corps politique, là on l'a complètement oublié. Bon. Je voulais juste dire ça parce que je trouvais ça intéressant. La dernière chose, donc sur ce flashback. Alors, la fameuse modernité dont on parlait, c'est quoi? C'est que, évidemment, et on comprend que ça a excité à ce point les critiques, enfin, ou les exégètes un peu tardifs, hein, c'est ce moment extrêmement moderne où, contrairement, je vous avais souvent dit ça à l'époque du cinéma classique américain, vous savez, cette idée du je vois, ou plutôt je crois ce que je vois, hein, cette espèce d'adéquation absolument parfaite entre ce que montre le film et ce qu'il nous raconte, tout simplement. Là où le film devient moderne, d'un seul coup, on pourrait dire, hein, c'est évidemment au moment où Ford nous dit, il y a eu cette séquence-là, ça c'était le cinéma classique américain, hein, vous avez vu James Stewart en train de tirer sur Lee Marvin. Donc vous avez cru à ça. Voilà, l'affaire est réglée de certaine façon. Et là, il revient dessus, évidemment, avec un nouvel axe, hein, totalement perpendiculaire, et il dévoile une partie du hors-champ de cette scène-là. Et non seulement il dévoile, alors très bien, pourquoi dévoiler? Ce qui est évidemment fascinant, c'est que dévoilant le hors-champ de cette scène, il en modifie totalement la lecture et l'interprétation. Autrement dit, ça n'a plus rien à voir, puisqu'on se rend compte que l'homme qui on pourrait presque dire que l'homme qui a tiré sur Liberty Valance, c'est pas lui qui l'a tué, ou quelqu'un d'autre l'a tué. En tout cas, il dévoile une part. Là, c'est absolument passionnant. C'est qu'il dévoile un impensé de l'image du cinéma américain classique, alors que le cinéma américain classique, jusque-là, est totalement fondé sur l'idée du plein. Il n'y a rien à voir à côté. Tout est dedans. La plénitude, vous connaissez ça par cœur, la résolution d'un point A à un point B. À la fin, tout se rejoint. Le monde se clôt, en même temps que le plan se clôt.
Hein, c'est le cinéma classique, on appelle ça le cinéma, enfin, c'est ce qu'on en termes linguistiques, on appelle ça la télicité, c'est-à-dire la dimension télique, hein, si vous voulez, d'un récit. C'est la façon dont un récit a un sens, se dirige vers ce point, l'atteint, et au fond, toutes les trajectoires, tous les paramètres, tous les volets de cette espèce de direction-là sont résolus par l'accomplissement, on pourrait dire l'acheminement vers un point terminal. Le monde est télique. Ça, c'est ça le cinéma américain classique. Et ce qui est intéressant, c'est que Ford, là, il fait un film qui a l'air totalement classique, même retournant au noir et blanc, un cinéma en chambre. Il expliquait qu'il voulait retrouver une forme de presque de, voilà, revenir un peu au cinéma des débuts. Hein, il voulait presque, le film aurait presque pu être un film muet. Hein, il voulait retrouver cette espèce d'ambiance-là, et en même temps, aux 2/3 du film, il nous balance un plan qui est là, l'intrusion, la naissance de la modernité, on pourrait presque dire, dans le cinéma américain. Alors, il y aurait beaucoup d'autres exemples. Et puis quand on commence à parler de naissance, il y a toujours 1000 dates qui viennent après, avant, et qui nous disent oui, mais c'est vrai, peut-être qu'il est né 6 mois avant, puis peut-être 1 an avant dans le cinéma, et puis à la fin, 1995, ah oui, c'est le nom du cinéma, il est né là. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Mais grosso modo, il est évident qu'en 61, lorsque Ford va tourner le contre-champ, le dévoilement du hors-champ de cette séquence-là, il fait brutalement entrer le cinéma américain dans sa modernité. Il n'en tire pas forcément d'ailleurs toutes les conséquences. Après, d'autres viendront, d'autres cinéastes viendront, et eux, alors on pourrait citer beaucoup de gens, mais je pense que Brian De Palma étant peut-être le premier cinéaste qui vient tout de suite à l'esprit. Autrement dit, des cinéastes pour lesquels il y a la question de la première image de James Stewart tuant Lee Marvin, plus personne n'y croit. Nous, on y croit encore en 61. On est dans le cinéma classique. Le scandale, c'est le dévoilement du cinéma classique en disant mais peut-être que les choses ne sont pas aussi simples et pleines que vous croyez. Et de ce côté-là, voilà ce qui s'est passé. Et dévoilant l'impensé de l'image et le hors-champ de l'image, il change complètement la lecture qu'on a évidemment des événements et donc de l'histoire. Autrement dit, il introduit, on pourrait presque dire, le doute systématique à l'intérieur de l'image dans le cinéma américain, qui va devenir même presque, je dirais, pas pathologique, mais qui va devenir presque une sorte de seconde nature, puisque dans le cinéma américain, à partir de la fin des années 60, et puis Kennedy évidemment sera passé par là, ça sera presque l'inverse. Naturellement, on commencera par ne pas croire aux images auxquelles on voit, qu'on regarde. Hein, et éventuellement, on se rendra compte que certaines de ces images-là étaient peut-être vraies. Mais le doute sur l'image, il sera toujours là à partir de Liberty Valance, toujours là. Alors que là, l'arrivée du doute, c'est un scandale, on pourrait dire aussi bien visuel que narratif. Alors, il y a eu sur cette séquence-là, on pourrait en parler évidemment beaucoup, puis on pense aussi à un film comme Fury de Fritz Lang, pour ceux qui ont un peu en tête, hein, ce grand film avec Spencer Tracy, où on a amené même événement et montré sur selon 2 axes et 2 jours différents. Bon, c'est autre chose. Mais on se dit, alors très bien, grosso modo, ce que raconte à ce moment-là, ce que nous dit Ford, lorsqu'il filme ce flashback, ce double flashback, et qu'ensuite le personnage de l'éditeur dit, bah attendez, à ce moment-là, quand la légende devient la réalité, on oublie la légende. Alors, si on met côte à côte ces 2 séquences-là, c'est assez compliqué. Parce que beaucoup de gens peuvent dire, finalement, ce que nous raconte Ford, c'est une critique de l'histoire américaine. L'histoire américaine officielle, telle qu'elle a été constituée, une espèce de légende à laquelle tout le monde a envie de croire. Et Ford dirait, regardez, moi, je vais vous montrer les dessous de cette histoire-là. Autrement dit, il a une vision critique critique de quoi? Critique de la phrase, si la légende devient la réalité, imprimez la légende. Ford dit, voilà, d'accord. Le problème, c'est que voilà la légende, voilà la vérité. Donc, il critiquerait, on pourrait presque dire, cette espèce de tendance à imprimer la légende plutôt que la vérité. En même temps, on peut penser la chose exactement inverse. C'est ça qui est génial dans le film. La chose exactement inverse, c'est, grosso modo, Ford, lorsqu'il nous montre James Stewart ne pas tuer Lee Marvin, en l'occurrence de John Wayne tuer Lee Marvin, il nous le montre quand même. Autrement dit, il nous dit, voilà éventuellement la légende à laquelle il faudrait croire. Moi, John Ford, qui n'ai cessé de dire qu'il fallait que le peuple se constitue, y compris à partir de malentendus. Vous avez tous en tête la fin du massacre de Fort Apache, dont Liberty Valance est d'ailleurs une reprise et une correction. Il est beaucoup plus intelligent, Liberty Valance, au fond. C'est qu'on sent que Ford a réfléchi entre le massacre de Fort Apache et l'homme qui tue à Liberty Valance. Le massacre de Fort Apache, vous l'avez tous en tête. Hein, on vient juste de sortir du massacre du colonel Thursday par ses troupes. Il y a aussi John Wayne, il y a Henry Fonda. Thursday, c'est Custer dans le film, évidemment. Et puis, John Wayne, exactement comme dans Liberty Valance. C'est fascinant avec Ford, c'est qu'on voit qu'il travaille les mêmes motifs, il les creuse, il les affine pour arriver à ce diamant qu'est Liberty Valance, où tout est d'une justesse incroyable. Mais parce que tous ces motifs
ça fait 40 ans que Ford y travaille et qu'il a dit des choses, il a perfectionné, il a affiné, et parfois même il a dit le contraire. Et donc dans le massacre de Fort Apache, je vous rappelle qu'après le massacre de Custer et de ses troupes, John Wayne, qui l'avait donc déconseillé de se comporter ainsi, n'empêche qu'il le fait quand même, John Wayne, qui maintenant va prendre en charge le commandement de la cavalerie, reçoit, exactement comme Ransom Stoddard au début du film, les journalistes. Et les journalistes lui disent alors, paraît-il, légende, paraît-il que Custer a été héroïque, formidable, il s'est battu tout seul contre des Indiens, etc. etc., etc. Et là, John Wayne, est-ce que vous avez cette séquence en tête ? Ah ben, il faut l'avoir en tête, hein, chers amis. Hein. Parce que à ce moment-là, John Wayne, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait à la fois, on pourrait dire, John Wayne imprime la légende, hein, mais qui est-ce qui dévoile la vérité ? On l'a eu auparavant, mais il ne dit pas aux journalistes. Là, il ment. Et il dit, oui, c'est vrai, Custer a été fantastique, etc., etc. Mais nous, spectateurs, avons vu la vérité juste avant. Et cette vérité, c'est que l'homme était un type rigide, psychorigide, suicidaire, désagréable, raciste, etc., etc. Donc ce qui fait que, à ce moment-là, dans le massacre de Fort Apache, on a à la fois la vérité, ça c'est le grand génie de Ford, c'est de dire à la fois la vérité et dans le massacre de Fort Apache, la nécessité de son travestissement. Il nous disait deux choses déjà différentes dans le massacre de Fort Apache, enfin pas différentes, il nous disait deux choses en même temps. C'est travesti, ah pas bien, mais il faut travestir, ah bien, alors on ne sait pas. Voilà, ça c'est Ford. C'est-à-dire que si on n'en pense pas à ces deux choses-là à la fois, on est mort, on ne comprend même pas de quoi ça parle. Et dans L'homme qui tue à Liberty Valance, Stoddard, il fait la même chose. Il dit, bah moi je vais vous raconter ce qui s'est passé. Mais ce que fait Stoddard, à l'époque, John Wayne ne l'a pas fait. Donc cette fois, il y a une évolution, il y a presque une progression, parce que cette fois, au fond, c'est comme si John Wayne avait vieilli, il disait, bon, cette fois-ci, je vais vous le dire, on ne peut pas vivre avec ce mensonge, etc., etc. Et cette fois, c'est le journaliste qui, lui, décide que la vérité, hein, ne doit pas être imprimée. Parce qu'au nom de la communauté, au nom de la politique, au nom de la légion, il faut garder cette espèce de fable qui, pour la communauté, est une fable, et pour Ransom Stoddard, est un mensonge douloureux. Et on voit bien que c'est quelque chose qui, à titre personnel, lui pèse. Ce qui fait que lorsque John Ford filme le contre-champ de cette séquence, plutôt le hors-champ de cette séquence-là, il nous le montre en même temps. Il nous dit, l'histoire américaine, elle est construite effectivement sur une légende. Voilà la vérité de cette histoire-là. Mais à partir de là, on a deux visions, deux lectures qui sont opposées, mais qu'on peut totalement tenir. Hein, qui sont, d'un côté, cette légende, elle est nécessaire. Tout le cinéma de Ford, il est construit cette idée-là. Pourquoi elle est nécessaire ? Parce que ce qui compte, c'est le peuple. Encore une fois, on y revient là-dessus. Elle n'est pas nécessaire en soi. Elle est nécessaire parce qu'il faut des héros, des gens auxquels on s'identifie, etc. Et disant ça, il nous dit en même temps la vérité. C'est ça qui est complètement extraordinaire chez Ford. Il nous dit, bon, à vous de choisir. C'est-à-dire que vous savez pourquoi c'est utile, et vous savez ce qui s'est vraiment passé. Donc c'est le contraire du film à thèse, ce moment de Liberty Valance. C'est le contraire du film à thèse. C'est-à-dire qu'il nous donne dans les mains les outils pour réfléchir. Pour trancher, j'en sais rien, mais en tout cas pour réfléchir. Voilà. Donc, ça serait intéressant que vous avez peut-être des visions même différentes de ça. Il nous dit, non, voilà, vous faites ce que vous pouvez faire avec ça, avec cette question de la vérité, avec cette question du mensonge, etc. Et évidemment, lorsque à la fin James Stewart reçoit donc ce fameux titre, vous êtes l'homme qui a tué à Liberty Valance, alors c'est très compliqué, parce qu'en même temps, on sent... On a cette espèce d'effet de contraste noir-blanc qui est indécidable en fait dans le film. C'est que évidemment James Stewart, on le voit quand il revient, est un personnage important qui malgré tout évidemment a une morale, une éthique. C'est bien qu'un type comme ça ait pu s'imposer. On se dit c'est bien que la loi de ce point de vue-là ait permis à des gens comme Lee Harvey. Tout ça c'est formidable. En même temps, tout ça c'est construit sur un mensonge politique. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que est-ce qu'on supporte un mensonge politique dès lors que le résultat nous arrange ? Ce qui est un vrai problème. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y aurait des bons et des mauvais mensonges politiques. Et donc le truc nous enferme. C'est-à-dire que intellectuellement, on est pris dans la toile. C'est que ou bien on se dit oui c'est vrai la légende, peut-être effectivement, il n'empêche que grâce à ce mensonge, tout ça a été permis. Voilà. Ou alors on est un peu plus rigoriste et on se dit ouais mais il y a mensonge. Bon, ok. Alors peut-être que c'est devenu bien, c'est devenu mal. L'homme, voilà, la situation est arrivée. Il est arrivé à Washington. Vaut peut-être lui qu'un autre. Peut-être qu'il est mieux que John Carradine, qui lui d'ailleurs est la version entre parenthèses 2.0 du politique. Parce que Ransom Stoddard, il essaie encore un peu de coïncider avec ce qu'il dit. Il essaie d'être raccord. La preuve, c'est que ce mensonge lui pose un problème.
Personne ne le sait d'ailleurs. Lui, ça lui pose un problème. D'où le fait qu'il refuse évidemment d'être délégué, parce qu'il considère, il est le seul à comprendre, pourquoi d'ailleurs à ce moment-là du film, et même, nous-mêmes on ne le comprend pas, il est le seul à comprendre qu'il n'a pas la légitimité. Pourquoi ? Parce que le mensonge, parce que le meurtre, etc. Et c'est là que Tom Donifon lui va en fait le décharger de ça. Et alors l'idée pour moi, alors là, ultra incroyable, on pourrait dire de toutes ces choses-là, parce qu'on pourrait écrire des livres sur Liberty Valance, juste à partir de ce point de vue-là. L'idée évidemment extraordinaire, c'est quoi ? Je terminerai là-dessus en fait, parce qu'après je vais vous saouler. C'est que le film raconte quoi ? Raconte l'histoire d'un couple qui débarque donc dans cette petite ville, Shinbone, os de tibia, je dis ça au passage, façon d'aller retourner à l'os à la fois du cinéma, de l'histoire politique américaine. En fait, c'est ça le film. Le film, c'était Jean-Louis Letras qui parlait de film comme d'un squelette. On a plein d'eau partout. C'est un film qui est très aride, et on va reconstituer le squelette de l'histoire américaine et voir à quoi ça ressemble. Bon, ça, j'y reviens pas. Et donc ce personnage-là arrive, voilà, on a la fameuse diligence, donc c'est le moment où on va faire renaître à la fois le passé du cinéma, l'histoire du cinéma, la chevauchée fantastique, il la dépoussière, très très bien. Mais ce qui est évidemment extrêmement important, c'est que si vous êtes un peu attentif à ce que raconte James Stewart, c'est que tout le film, ce n'est que le récit de James Stewart. Très important. C'est-à-dire qu'à aucun moment, Ford nous dit ça va être un flashback qui n'est pas, on pourrait dire, arrimé à un point de vue, un flashback objectif, pas du tout. C'est James Stewart, on rentre dans la diligence, qui par magie, comme dans un conte de fées, prend vie, on se retrouve en studio, le film a été tourné intégralement en studio, on est presque à la limite de la caricature, voire du vieux motif westernien qu'on va réactiver, et on sent que Ford, le film, mais alors de façon, j'irais dire presque minimum syndicale, mais dans le sens où il a presque envie qu'un passé du cinéma ressurgisse, y compris dans le décor, de la façon dont surgissent les bandits. On dit en 39, on veut bien ça. En 61, il y a presque un côté old school, presque un peu dépassé. Et je pense que Ford le voulait, et j'aime beaucoup ça. On a l'impression de déjà voir un western de studio, quoi. C'est pas très crédible, peu importe. Et donc, on est dans le point de vue de James Stewart du début à la fin. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on apprend où le flashback n'est constitué que de ce que James Stewart nous raconte. Et donc le flashback est constitué que de ce que James Stewart veut bien nous raconter. Et si on commence à avoir en tête cette idée-là, à savoir qu'après tout, c'est un homme qui raconte, et vous remarquez entre parenthèses qu'à aucun moment dans le film, au cours du flashback, on aurait pu par moment revenir au temps présent et aller chercher d'autres témoins. Woody Strode est toujours vivant, Link Appleyard il est toujours vivant, d'autres personnages sont toujours vivants. Ne serait-ce que pour tenter, façon pas Rashomon, mais en tout cas pour tenter, de façon on pourrait presque dire un peu journalistique classique, d'étayer, de prouver, de confirmer cette idée qu'il y a quelqu'un raconte, des témoins vont confirmer que c'est vraiment passé. Là ce qui est génial, c'est que tous les personnages qu'on voit à l'intérieur du flashback, à aucun moment ils ne vont s'exprimer, à aucun moment cette presse-là, déjà problème du journalisme, ne va aller recouper ces infos en disant il me dit que vous étiez là. Par exemple, James Stewart dit oui, je me souviens très très bien de Peabody, il m'a viré du Shinbone Star. À aucun moment dans le film on voit Peabody virer James Stewart du Shinbone Star. Autrement dit, peut-être que tout ce qu'on vient de voir, c'est une pure construction, si vous voulez, intellectuelle, politique, vous l'appelez comme vous voulez, de James Stewart. Autrement dit, peut-être que tout est faux. Et peut-être que ce grand flashback de Liberty Valance, c'est l'histoire qui arrange finalement James Stewart. Autrement dit, allons plus loin, puisqu'il y a un flashback à l'intérieur d'un film, et que ce flash dans le film, en gros, c'est le souvenir raconté par un homme, peut-être que le flashback, dans le flashback, la fameuse séquence de Liberty Valance de Tom Donifon qui tire, peut-être que ça aussi c'est un mensonge. Peut-être que c'est un mensonge inventé tout simplement par James Stewart pour se défausser de quelque chose. Vous voyez, en l'occurrence du meurtre, peut-être qu'il a vraiment tué Liberty Valance. C'est-à-dire que le film ne tranche pas là-dessus. C'est-à-dire que si on est précis sur la lecture du film, rien ne nous prouve que James Stewart n'a pas tué Liberty Valance. Et ça, je trouve ça génial. Comme dit l'autre, c'est l'homme qui tourna Liberty Valance qui le dit. Et John Ford ne nous permet absolument pas de nous dire, finalement, oui, Tom Donifon, effectivement, non, c'est peut-être effectivement James Stewart qui l'a tué. Et ça,
bon, on pourrait rentrer à n'en plus finir dans ces considérations-là, mais c'est extrêmement intéressant parce que c'est pas un doute au carré, c'est-à-dire qu'on voit bien la précaution de John Ford, le fait qu'à dès qu'on a le sentiment qu'on saisit une interprétation, une lecture, le comportement d'un personnage, Ford nous fait toujours un pas en arrière. Et ce pas en arrière, ça peut être un temps en arrière, ça peut être un flashback, ça peut être... Voilà, c'est cette idée. En fait, il y a un très beau mot... En fait, il y a 2-3 métaphores très très belles. Il y a celle du carton à chapeau de Ali au début du film. Hein. On ne sait pas trop ce que c'est au début d'ailleurs, carton à chapeau. Et à la fin, on comprend que le carton à chapeau contenait le cactus. Hein. Ce qui c'est beau, c'est quoi? C'est quel est le dernier plan, l'un des derniers plans du film. Je ne parle pas du dernier, avant qu'ils reprennent le train. Là encore, c'est James Stewart qui ouvre la porte, qui remarque que le cactus en fleurs a été posé sur le cercueil, il referme la porte, il s'en va. Là, vous comprenez qu'on est dans la configuration Searchers partout. Non, donc je ne vais pas réanalyser cette histoire-là, mais remarquez quand même que c'est extrêmement intéressant que là encore, James Stewart soit l'homme avec qui reste évidemment Ford, il reste avec le cercueil et avec Ali. Hein, cet amour. Et là, on comprend, comme le thème de Anne Rutledge revient, on comprend que l'amour perdu de Ali, en fait, c'était Tom Doniphan, évidemment. C'était ça, son amour perdu. Et jusqu'à la fin, elle, sa blessure, c'est ça. Lui, on pourrait dire que c'est le meurtre. Et donc, on se retrouve à la toute fin du film avec cette espèce de cercueil et de cactus en fleurs. On comprend que le carton à chapeau a été ouvert et c'est ça qu'on a sorti du carton à chapeau. Et pourquoi j'aime beaucoup cette idée de carton à chapeau? Parce que le film fonctionne sans cesse par un système on pourrait dire de recouvrement et de dévoilement. C'est-à-dire que tout est recouvert une première fois et on ne cesse d'ouvrir comme ça des boîtes, des temps, des espaces, et peu à peu une autre vérité se révèle. Hein, c'est l'art permanent de Liberty Valance jusqu'à l'image, hein, qui est presque épluchée, hein, jusqu'à un point qui est épluché dans le sens où Ford en étudie tous les possibles, jusqu'au moment où la question de l'énonciation pose un problème. On nous dit, bah, attends, oui, c'est vrai que c'est James Stewart qui raconte, aucun témoin, personne ne vient confirmer, alors que, je ne sais pas si vous avez vu, mais dans le flashback de la Borde Liberty Valance, on est du côté de John Wayne et de Woody Strode, et en face, collés aux vitres, les visages de plusieurs habitants de la ville. Autrement dit, ce que raconte James Stewart, si c'est lui qui le raconte, je ne sais pas, en tout cas, il y a eu des témoins. Hein, des gens ont assisté à cette scène-là. Autrement dit, on ne peut même pas se dire, enfin, dans cette séquence-là, que Lee Marvin, James Stewart et John Wayne étaient tout seuls. Non. Si je crois au mensonge de James Stewart, si c'est un mensonge, j'avais des témoins qui, évidemment, étaient là. Pardon? Oui, bien sûr. Mais ce qui est intéressant, c'est que le journaliste, par exemple, le jeune et le vieux, le patron le nouveau patron de chez Buster, n'est pas du tout envie, évidemment, d'aller chercher le témoin. Peut-être aussi parce qu'au fond, l'histoire qu'on vient de lui raconter, peut-être que le politique, le journaliste un peu pervers, comprend que, au fond, la vérité n'est pas du tout... Au fond, c'est quand même ce que raconte un peu le film à la fin. Hein. C'est-à-dire que la vérité n'est pas la visée, évidemment, de celui qui est là de la presse. Hein. La question, elle est exactement comme le pouvoir politique, c'est ce que raconte un peu Ford, c'est le respect et l'établissement d'une histoire, d'une légende, mais en tout cas d'une fable, d'un conte. Hein. L'histoire de l'Ouest a beaucoup été comme ça, à laquelle on a tous envie collectivement de croire. C'est pour ça que le fait d'aller voir Woody Strode, c'est peut-être, mais c'est une hypothèse, hein, mais le film, j'aime beaucoup dans le film, c'est qu'il ouvre à ces hypothèses-là, le fait d'aller voir Woody Strode, c'est peut-être mettre en danger cette extraordinaire histoire que vient de nous raconter James Stewart. Hein, bon. Dernière chose que je voulais dire quand même, évidemment, c'est la toute dernière, c'est la question du rapport, évidemment, à la violence et à la loi. Parce que c'est bon, je pense que c'est un film qui est beaucoup étudié d'ailleurs parmi les historiens, parmi les juristes, les légitimistes, les gens qui font du droit, même s'ils ne connaissent pas grand-chose au cinéma. En tout cas, ils ont vu 12 hommes en colère et ils ont vu L'homme qui tue à Liberty Valance. C'est vraiment des films qui sont devenus, un peu malheureusement, des films symptômes. Vous savez, c'est ces films qu'on... Ouais, quand vous voulez étudier les rizières au Vietnam ou passer Apocalypse Now, c'est un peu réducteur, mais bon, c'est un peu ça l'idée. Et donc, Liberty Valance, c'est un peu le film qu'on utilise souvent pour parler de cette question du droit et de la violence. Il y a juste une chose que je voulais dire, parce que, disons qu'elle tempère un peu ce que j'ai dit au début. C'est-à-dire que, évidemment, on a deux camps. Le vieil Ouest et l'Ouest qui arrive. Voilà. Le wilderness, la civilisation. La diligence et le train. Voilà, tout fonctionne par couple comme ça. Et puis, ça tout ça est recouvert, stratégie du recouvrement chez Ford. On enlève le premier, le couvercle de la boîte à chapeau, et là une autre réalité apparaît. C'est celle dont je vous parlais. Lee Marvin et Tom Doniphan, ils sont ensemble, Ransom Stoddard est de l'autre côté. Et voilà, et on pourrait comme ça multiplier les exemples. Mais le fait que
que Tom Doniphan soit avec Ransom Stoddard. Il va me dire, oui, mais alors pourquoi à ce moment-là? Oui, je comprends intellectuellement ce que tout ça raconte, mais pour quelle raison il est avec lui, indépendamment du fait que c'est un type sympa, bon samaritain? C'est que si on attaque le film du point de vue des idées, autrement dit, ça c'est une idée. Le fait que John Wayne et James Stewart soient ensemble dans le film contre Lee Marvin, je mets l'histoire d'amour de côté, c'est une idée. Et cette idée, c'est quoi? C'est évidemment, on pourrait dire, l'association à un moment donné du flingue, de la violence et de la loi. Et vous avez vu à plusieurs reprises dans le film, notamment lors de la première séance d'élection, qui est-ce qui prend d'abord la parole? Qui est-ce qui fait le silence dans la salle? C'est John Wayne. Et ensuite, il passe la parole à James Stewart. Autrement dit, c'est à ce moment-là de l'histoire des États-Unis, c'est d'abord les flingues, d'abord la violence, d'abord, on pourrait dire, la peur, hein, l'intimidation, si vous voulez, la western law. Et pour que Ransom Stoddard puisse apparaître, il faut qu'il y ait des gens comme Tom Doniphan. C'est que le vrai sacrifié, c'est lui. C'est un vrai personnage d'homme sacrifié, si vous voulez. Autrement dit, ce que raconte le film, c'est qu'on n'est pas passé comme ça de Lee Marvin à James Stewart. On n'est pas passé de la western law brutale, même plus dans son cas d'ailleurs, on pourrait dire sadique, etc., à la loi pour tous, l'établissement, voilà, Washington, la Constitution, le vote. Voilà. On n'est pas passé brutalement d'un truc à un autre. Et le personnage qui intéresse John Ford, c'est pour ça que je pensais évidemment à Visconti, parce que je pense que Tom Doniphan, John Wayne, il est, si vous voulez, à Liberty Valance, que Burt Lancaster était au Guépard, hein, dans le film de Visconti. C'est l'homme qui a la grandeur de disparaître. Voilà. C'est ça, c'est celui qui sait que il doit, à la fois, son rôle est indispensable, parce que s'il n'y a pas Tom Doniphan, James Stewart dans le film, il dure 3 minutes, pas plus, 4, c'est fini. Il est là pour le steak, il est là pour organiser les élections, il est là pour le convaincre à la fin qu'il doit aller au Capital City, il est toujours là. Hein. Et quand, on pourrait dire, quand il vient de se rendre compte qu'il a perdu, hein, qu'il a perdu Ali, que c'est fini, là, la maison brûle, évidemment une sorte de suicide, etc. Entre parenthèses, c'est Woody Strode, évidemment, qui le sauve à ce moment-là. Mais pour passer de Lee Marvin à James Stewart, il faut un homme, et là, évidemment, c'est terrible. Parce que ce que dit le film, c'est que ce Tom Doniphan, au début, personne ne sait qui c'est. Alors que le vrai personnage central, le plus important, celui qui a fait tout le boulot, celui sans lequel il n'y a ni l'un ni l'autre, il y a toujours la western law et James Stewart ne tient pas 2 secondes dans cette Amérique-là, celui qui a permis ça, en fait, est aujourd'hui, en 1910, totalement inconnu. Et donc, les types de la presse vont le voir en disant oui, mais c'est qui est mort? C'est même pas qui est mort. Hein? Ah bah il s'appelle comme ça, c'est un peu court, il faut nous en dire plus, etc. Autrement dit, l'histoire en 1910, elle se fait déjà aussi, indépendamment même, entre parenthèses du mensonge, sur un malentendu. C'est-à-dire que, finalement, on ne vénère pas, on ne connaît pas les grandes figures historiques qu'il faudrait. On n'a pas les bonnes idoles, on a un problème. Voilà. Et d'ailleurs, Ford l'a souvent dit dans les entretiens, il disait, vous savez, quand on regarde l'histoire de l'Amérique, c'est fou comme certains des grands hommes américains sont inconnus du grand public, et combien d'imposteurs sont aujourd'hui des hommes extrêmement connus. Et ce que raconte le film aussi, c'est ça, et d'où la violence, lorsque ces gens-là, qui devraient être plutôt des gens au courant, éduqués, cultivés, hein, Tom Doniphan, c'est qui? Évidemment, ils ne savent pas, et c'est une très belle façon aussi pour Ford de remettre à l'endroit cette histoire-là. Est-ce qu'on est sûr d'avoir en tête, de connaître les bonnes personnes? Est-ce qu'on est sûr que l'histoire est passée par les personnes qu'on croit, hein? Et ça, donc évidemment, le personnage de Johnny, il est capital, puisqu'il est aussi ce truc extrêmement, il incarne cette chose extrêmement américaine, d'ailleurs qui va devenir un gros problème dans les années 70, c'est l'articulation, évidemment, entre d'un côté, on pourrait dire la loi du talion, et de l'autre, la loi pour tous, tout simplement. Et John Wayne, c'est le bras armé, qui nous dit aussi, alors ça, on pourrait en parler longtemps, que pour que la loi s'exerce, il faut aussi qu'il y ait des gens qui commettent de la violence et qui sachent s'échapper, s'effacer et disparaître à certains moments. Je pense que c'est quelque chose qui nous sert encore beaucoup aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire que la démocratie, elle sait mentir, elle sait être aveugle, elle sait faire oublier, ne pas dresser de stèle à des gens qui ont énormément compté, mais qui remettent en cause cette espèce d'idéal, cette fable politique. Hein. Et Tom Doniphan, le problème, c'est que celui qui est le vrai héros du film, c'est lui. Évidemment, l'homme qui tue à Liberty Valance, si on considère que c'est vraiment lui qui l'a tué, c'est le vrai héros du film, mais le vrai héros du film, personne ne s'en souvient. Hein. Et donc le film nous interroge aussi sur cette question-là. Est-ce que
est-ce que vous savez sur quoi est construite votre démocratie? Est-ce que les vrais héros, c'est pas des gens finalement dont nous-mêmes n'entendons absolument jamais parler? Et ça, voilà, je m'arrête là parce qu'on pourrait parler très longuement. Je préfère vous laisser la parole. Vous-même, vous vouliez dire quelque chose? Bon, je voulais dire que je pense quand même que c'est un petit peu dangereux de coller trop près à ce que John Ford veut dire ou à ce qu'il a été. Parce qu'en fait, il est tellement justement sur la dialectique et sur la distance par rapport à son sujet et dans la maîtrise que je dirais il est déjà en avance par rapport à ça. Alors, bon, l'exemple, vous parliez tout à l'heure de la branche qui tombe et qui fait choisir la carrière de droit à Lincoln. Dans le film, Lincoln dit « je l'ai peut-être un peu poussé ». Et donc Ford déjà sait que l'histoire est trafiquée. Et que ses héros, et même le Lincoln, c'est peut-être son héros, mais même Lincoln, il est politique. Bon, voilà, absolument. C'est un personnage mortifère, bon, il y a tout un tas de choses. Bon, le regard de Lincoln, de Ford sur cette politique, etc., et sur l'héroïsme, il date pas d'hier. Et quand il fait le mouchard, il montre un personnage vivant qui est donc le fameux mouchard qu'il faut détruire, et des morts qui essayent de le détruire parce qu'ils ont raison de le détruire, et qui en fait sont absolument haïssables dans leur façon de le faire, etc. Et il y a plein de films qui sont comme ça. Donc je dirais il faut s'en méfier. Dans le film qu'on vient de voir, il y a quelque chose qui est quand même très intéressant, c'est le moment où il fait sa classe en se servant d'un article de journal. Et l'article de journal, ça n'est pas une vue objective simplement de l'Amérique, etc. Il dit des choses tout à fait vraies, mais c'est une vue qui est montrée comme subjective de quelqu'un qui veut se bagarrer, etc. Et de quelqu'un qui est donc un patron de presse, tout seul. Et le patron de presse, il a une vue très partisane des choses, etc. Et donc, et d'ailleurs, on le voit bien dans la façon dont James Stewart parle, cette façon de dénoncer d'une façon forte, bon, qui est un trait caractéristique de James Stewart, mais sur lequel Ford le fait jouer, c'est quand même une diction d'homme politique. Donc c'est quand même un politique presque dès le début, quoi. Et le politique, bah, il dira pas la vérité. Et bon, là où je voulais ce sur quoi je voulais venir, c'était vous avez parlé de perversité au moment où Tom Doniphan raconte son histoire, etc. Donc, mais en fait, il y a une autre perversité là-dedans, derrière. C'est que tout de suite après, alors qu'on a bien vu le problème qui a été expliqué, c'est-à-dire que à partir du moment où il a tué quelqu'un, il n'a aucun droit de se présenter. Eh ben, n'empêche qu'il va être élu derrière. Et il ne va pas raconter son histoire, puisque son histoire, il ne la raconte qu'à la fin. Donc en fait, derrière ces portes qui se referment, eh ben, finalement, cette subtilité à laquelle on a eu droit est totalement étrangère à l'issue du débat politique, qui n'en a rien à faire, parce qu'eux, ils croient qu'il l'a tué, mais ça ne les gêne pas du tout. Donc en fait, les scrupules, dans ce monde de la politique, qui est de l'autre côté des portes fermées, personne n'en a déjà plus rien à faire à l'époque où le film se passe. Voilà. Alors la dernière chose que je voudrais rajouter quand même, qui me paraît important, c'est le rapport à la femme. Le rapport à la femme, il est toujours très compliqué chez Ford. Il y a un rapport, bon, parce que la femme, en fait, d'une certaine façon, c'est peut-être quand même, finalement, elle, la vraie héroïne du film. C'est-à-dire que c'est quand même elle qui a un certain pouvoir. C'est, voilà, si finalement James Stewart s'en va pas, bah, c'est parce que Ali, etc. Et finalement, l'histoire d'amour sur lequel John Ford a un regard quand même assez distant, c'est Ali qui l'a conduit, puisque en fait c'est pas James Stewart qui est amoureux d'Ali, il ne le montre pas vraiment, c'est Ali qui décide. Et d'ailleurs ce qui est très beau, c'est que finalement John Wayne comprend que c'est dans l'intérêt d'Ali finalement de laisser sa place, etc. Et donc bon, donc il y a ce rapport aux femmes, et qui en plus je trouve dans cette fameuse scène là, on a parlé au moment de la convention, et montré d'une façon géniale par le fait que John Wayne arrive, on voit derrière, il y a les femmes qui assistent, etc.
il ferme les deux portes et il efface les femmes comme si elles n'existaient pas. Et ça, bon, c'est une idée cinématographique absolument géniale. Et d'ailleurs, je pense juste à une petite chose, oui c'est vrai qu'Ali, en fait Ali, le personnage moteur, pour être plus, en fait c'est évidemment c'est elle, mais je pensais quand même aussi à un autre détail que je trouve assez beau et qui pose encore un problème, qui est que lorsque en fait, le flashback, la tentative de James Stewart de raconter l'histoire, elle a lieu presque en 2 temps. La première, c'est voilà, c'est qui cet homme Doniphone? Ma femme arrive, elle interrompt le récit et donc il va la rejoindre et ils partent tous les deux. Et la deuxième fois, ils font irruption à l'endroit où, parce qu'entre parenthèses, ils n'assisteront jamais à l'enterrement. Bon, ils font irruption dans cette espèce de salle où est posé le cercueil. Et là, les types de la presse débarquent en disant on veut en savoir plus, c'est pas normal, vous nous devez cette information-là, news, etc. Et on voit bien que James Stewart accepte de leur parler après avoir jeté un regard à Ali qui lui dit ok, c'est bon, tu peux y aller. Et donc moi ça m'a toujours intrigué ce moment-là, parce que on se dit que c'est elle qui est le vrai Geppetto de tout ça, qu'en fait si Ali n'avait pas dit à James Stewart ok vas-y, bah, le film n'existe pas. Et si elle lui dit ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que est-ce que elle-même elle sait l'histoire de James Stewart? Et ça, c'est un truc qui reste totalement opaque, en tout cas qui reste dans un autre hors-champ du film, c'est qu'on ne sait pas si Ali, jusqu'à la fin du film, alors on comprend l'amour perdu, le regret, le désert, toutes ces choses, tout ça on comprend. Mais est-ce que Ali pleure pas aussi un petit peu parce qu'elle connaît l'histoire et elle connaît le mensonge originel de la carrière de son mari? Et ça, le film ne tranche pas dessus. Et ça, je trouve ça génial, quoi. Peut-être qu'effectivement, lorsqu'elle dit tu peux y aller, ça veut dire tu peux y aller, tu peux raconter la vraie histoire, le mensonge. Et ça, on ne sait pas. Ça reste très ouvert. Juste un dernier truc, c'est le côté fondamentalement masochiste quand même, et surtout de peur panique des hommes par rapport aux femmes, quand même, qui est très étonnant dans le film, parce que bon, on a parlé du rapport avec Lee Marvin, etc. Bon, mais il y a quand même, c'est le rapport avec l'homosexualité, et finalement, John Wayne est terrifié par la femme et il fait tout ce qu'il peut pour perdre Ali. C'est quand même finalement, c'est sa propre responsabilité avant tout. On ne peut pas dire qu'on lui a volé. C'est lui qui, au moment où il doit se déclarer, s'enfuit, qui systématiquement fuit, qui s'en va, etc. Et donc c'est vraiment lui qui fait au fond tout ce qu'il faut pour éviter de se déclarer, quoi. Donc et donc non, c'est vrai. Et effectivement, comme l'avait dit James Stewart habillé en femme, enfin. C'est des hommes qui James ont Stewart habillé en femme, habillé en femme. Oui. C'est qu'en même temps, ça c'est une idée qu'il y a dans énormément de films de Ford, il avait quand même cette vision, cette idée que la civilisation elle est féminine. En fait, que le processus de civilisation du monde en fait passe par sa féminisation. Et donc, c'est pour ça que John Wayne est un personnage qui est doublement anachronique pour cette raison-là. C'est que, c'est un homme du vieil Ouest qui n'est pas on pourrait dire dans les livres, qui fait encore tente de faire appliquer la loi du vieil Ouest. Et en plus, c'est l'archétype de l'homme américain. James Stewart, d'ailleurs, a toujours été un peu comme ça, entre parenthèses. Ça me fait encore repenser à Vertigo, c'est que la dimension un peu féminine de James Stewart est d'ailleurs un vrai problème dans le cinéma américain, entre parenthèses. Parce que, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais c'est vrai qu'il est toujours l'homme qui réfléchit est en tablier. Je ne sais pas si vous êtes comme ça chez vous. Moi, quand je réfléchis, mais pas forcément. Et juste pour finir, ils n'ont pas d'enfants. Il n'y a pas d'enfants. C'est des gens qui ne sont pas capables d'avoir des enfants. Ou bon, alors peut-être qu'ils en ont eu un, qu'ils n'en parlent pas. Mais enfin, c'est un peu trop facile. Ils vont finir leur vie et on ne parle pas d'enfants. Et donc personne n'a d'enfants. Les hommes n'ont pas d'enfants. Le seul, c'est le shérif qui lui a tout un tas d'enfants. Bah oui, c'est le lâche à des enfants. Il a pu survivre. Il est content. Il les a vus grandir, bien sûr. D'ailleurs, vous avez remarqué la musique du début. À chaque fois, ça m'amuse beaucoup parce que si vous montrez ce film pour la première fois à des gens, ils ont le sentiment que ça va être un film totalement épique. Vous avez vu la musique d'ouverture de L'homme qui va tuer à Liberty Valance. C'est de roulement de tambour. On a l'impression qu'on est parti pour la chevauchée fantastique et on se retrouve dans Rio Bravo de War Dogs. C'est assez marrant. Hein. Oui, monsieur. Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, 2 petites choses. Une remarque sur une scène du film et une petite remarque pour vous agacer. Une insulte, vas-y. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Juste pour vous agacer. Alors, petite remarque sur la scène du film, sur la scène de la classe. Ouais. Dans la scène de la classe, ce qui est assez intéressant, c'est que les seuls élèves de la classe, c'est des personnes qui ne seront jamais concernées par le vote, en fait. C'est la femme, oui, bien sûr. C'est le noir et c'est les Mexicains. Ouais. Donc ceux qui viennent en classe, c'est ceux qui ne sont pas concernés du tout, en fait,
Pas encore, par le vote et par l'histoire du film. Alors commentez ça. Bonne question. Non, mais vous avez raison, mais c'est intéressant ça. Pourquoi ? Alors, est-ce que Ford veut nous dire que ça sera eux, plus tard, qui seront justement le peuple ? Est-ce qu'il veut nous dire que, pour l'instant, le peuple n'est représenté que par les hommes, et surtout par ces hommes violents de l'ancien Ouest ? Est-ce qu'en même temps, il y a quelque chose de drôle aussi quand Woody Strode prend la parole pour parler d'égalité entre tous les hommes, c'est pile poil le moment où Wen débarque et il lui dit « T'as pas bossé pendant 3 semaines. Voilà. Reviens aux choses sérieuses. Reviens bosser. » Il le ramène à sa qualité d'esclave, quasiment. Donc là, il y a quelque chose quand même. C'est intéressant cette scène. C'est intéressant. Et l'insulte alors, qu'est-ce que vous voulez dire ? C'est pas une insulte. C'est un truc qui va vous énerver. C'est une remarque qu'a fait quelqu'un que vous adorez, c'est John Carpenter, qui a dit récemment que lui, il pouvait plus regarder un film de Ford. Ouais, je sais, mais je connais ça. Lui, il est Oxien à fond. Non, mais ouais. Et voilà. Donc, je dis ça parce que je sais que vous l'adorez aussi. C'était de la provoque de sa part, je pense. Oui. Mais que pour lui, maintenant, Ford, il n'y arrivait plus parce que c'était toute une espèce de tambouille irlandaise qu'on retrouve. Cela dit, je vais vous dire un truc. Malheureusement, je ne serai pas avec vous l'année prochaine, mais John Carpenter, je vais le voir là dans 3 semaines. Donc j'irai le voir, je vais lui dire ce que vous venez de me dire, et je vais lui demander de s'expliquer. Parce que je l'adore. Mais d'autant plus d'abord parce que quand Carpenter parle de ça, je pense très honnêtement que il faudrait s'entendre, et personne ne lui a jamais posé la question précisément sur le film de Ford dont il parle. Parce à mon avis, c'est toute la partie, la trilogie irlandaise, cavalerie, tout ça. Oui, bon, ça veut rien dire. C'est que et puis sûrement aussi. Non, mais je pense qu'à mon avis, le problème, c'est que Carpenter, n'étant pas un sentimental, il y a cette dimension-là. John Ford et trouvant sans doute que Hawks n'a pas la place qu'il devrait avoir en comparaison de la statue John Ford. Il dit ça, et il y a aussi le fait que son cinéma, d'abord il a souvent utilisé Hawks, il l'a cité, il s'en est inspiré. Voilà, c'est vraiment évidemment un de ses modèles. Mais je pense qu'à mon avis, quand il dit ça, c'est uniquement de la provocation, parce que je suis convaincu que vous soumettez à John Carpenter des séquences un peu précises de films de John Ford, il trouvera ça évidemment formidable. Alors peut-être qu'il y a une modernité, alors avec beaucoup de guillemets, à laquelle Carpenter est sensible chez Hawks, qu'il n'y a pas chez Ford. C'est-à-dire cette espèce d'athéisme, cette ironie, ce rapport extrêmement égalitaire entre les hommes et les femmes, voire pire que ça. C'est sans doute quelque chose qui intéresse Carpenter, l'homme qui fera tourner Adrienne Barbeau. Enfin, on sent qu'il y a quelque chose qui parle plus sans doute à la génération, d'un point de vue presque sociétal, j'ai envie de dire, de John Carpenter que John Ford, sans doute. Mais bon, mais ça ne m'a pas énervé. Parce que là, en fait, je l'avais déjà entendu cette remarque, et je pense qu'il y a une part de provocation chez lui. Juste encore un dernier petit truc, alors pour revenir sur la modernité de ce film. Donc, j'ai trouvé qu'on le retrouvait dans beaucoup de films. On y retrouve Impitoyable, d'Eastwood, totalement. Là, quand vous avez parlé tout à l'heure des flashbacks, dans les flashbacks, j'ai eu l'impression que c'était pas James Stewart, c'était Kaiser Soze. C'était Usual Suspects. C'était vraiment à peu près voilà un film qui a très mal vieilli, entre parenthèses. Oui, aussi, mais irregardable aujourd'hui. Mais qui a un peu la même approche où justement on nous dit voilà, ce que vous voyez c'est la vérité, c'est pas le cas. Oui, il y a une grande différence avec Usual Suspect. Du souvenir que j'en ai, qui pour être honnête tout à fait un peu vague, c'est que dans Usual Suspect, le dévoilement fonctionne comme un twist. Oui, c'est un twist. Bon, là c'est pas un twist. C'est que plus on dévoile, plus la réalité devient complexe. Que ça me semble, vous voyez, la démarche est quand même pas exactement la même. C'est-à-dire que dans Usual Suspect, le film est intégralement tendu vers cette espèce de retournement, et une fois d'ailleurs qu'on connaît le retournement, on a pu revoir le film. Alors qu'une fois qu'on connaît pas le retournement, mais le dévoilement de Liberty Balance, on se rend compte que finalement c'est une poupée russe qui en contient 12 000. C'est autre chose, intellectuellement parlant ou conceptuellement parlant, que le vulgaire twist, là je vous énerve, de Usual Suspect, vous voyez. Et dernier petit truc aussi, j'ai beaucoup pensé là au dernier Tarantino aussi en voyant ça. Un peu ce côté western en chambre quelque part, avec, ça, c'est vrai que... avec au milieu un flashback qui fait tourner un peu, qui fait rebondir tout le film. Enfin, non. Après, la question est évidemment toujours le même, c'est qu'il y a le procédé qui est le flashback, et puis la façon dont Ford l'articule et ce qu'il en conclut, ce qu'il en sort. Le flashback pour le flashback, c'est pas nouveau, c'est pas ultra intéressant en soi, vous voyez ce que je veux dire. C'est plutôt comment est-ce que ce flashback, plutôt que de résoudre l'histoire,
en fait, l'approfondit terriblement. Alors ça c'est très intéressant, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, moi je voulais revenir sur la scène qui fait évidemment penser à la prisonnière de désert, mais aussi à Lincoln en fait en même temps. C'est-à-dire qu'en fait, ou alors j'ai mal compris, vous vous dites, cette scène-là, c'est la scène où en fait John Wayne explique à James Stewart que en fait ça s'est pas passé comme ça, qu'ensuite ils ressortent, que donc James Stewart regonflé retourne vers la salle et est acclamé. Donc toute la scène, j'ai l'impression que tout ça s'est fait comme la fameuse scène de prisonnière à désert d'un côté et comme Lincoln, mais à l'envers. C'est-à-dire que James Stewart est filmé, on le voit de dos, rentrer dans la salle. Et en fait, il fait tout petit par rapport à ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire qu'il va vers sa destinée, mais il est beaucoup moins important et imposant que Lincoln, qui est filmé de côté, juste dans la lumière sans qu'on voit personne derrière. Ou John Wayne à la fin de la prisonnière du désert. Alors qu'inversement, John Wayne, dans le même temps, on le voit sortir sur le côté. Donc, comme vous dites, il va vers la mort. Et puis surtout, en fait, finalement, la caméra, elle reste entre deux. Elle n'est pas d'un côté, comme elle l'était avec Lincoln. On le voyait arriver vers l'extérieur, quoi, vers sa destinée. Et là, en fait, justement, il y a toute l'ambiguïté de dire, en fait, le héros, c'est lequel? Ah oui, oui. Attends, moi, je pense on est dans un schéma très... Moi, je pense qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Je pense qu'il y a... C'est pas le héros. Disons que la question que pose Ford, en fait, d'abord, je pense c'est plutôt... Il se dit dans ce plan-là, quel est le mouvement de l'histoire? Vers où ça va? Et il constate de façon un peu triste, un peu terne, que le mouvement de l'histoire, c'est James Stewart qui part dans le fond du plan et qui ferme les portes. Voilà. Pourquoi c'est terne? Parce qu'il ne le suit pas, parce qu'il n'y a pas d'enthousiasme énorme à le montrer, que les portes se referment derrière. Comme vous disiez, ce qui va se passer derrière, on ne veut pas le savoir. C'est cet avenir-là contraint. Il se trouve que la marche du monde va vers ça, mais ça, Ford, il saute pas de joie. Il n'est pas hyper enthousiaste. Par contre, il comprend, on pourrait presque dire, intimement ou émotionnellement, la disparition, le sacrifice de John Wayne. Ce qui fait que, vous dites, il est dans l'entre-deux, c'est vrai. Je pense qu'il a l'intelligence politique de nous dire, évidemment, l'avenir, c'est James Stewart, qui part là dans l'heure. Et en même temps, son cœur, ou en tout cas cette forme de pureté, qui est aussi une forme d'utopie, etc., qu'incarne John Wayne, l'homme qui sacrifie pour que tout ça ait lieu, parce qu'il n'y a pas de Stoddard, il n'y a pas de Ransom Stoddard qui marche s'il n'y a pas John Wayne qui sort, on pourrait dire, son arme et qui s'efface à la fin. Ça n'existe pas. Donc en fait, je pense que émotionnellement, on pourrait presque dire que Ford, il reste du côté un peu hébété, du côté de John Wayne, mais un peu hébété parce qu'il sait que cet avenir-là, c'est pas celui-là. L'avenir, il est juste en face. Et puis la salle politique, on voit bien quand même toute cette réunion de la Convention, elle est incroyable, parce que chacun y va sur des mensonges. J'avais préparé un très très grand discours, l'autre déplie la feuille, il se rend compte qu'il n'y a rien du tout. Peabody qui se remet à faire un cours de l'histoire de l'Amérique. Enfin, on est vraiment dans la diatribe, dans le discours, dans la publicité, dans le slogan, qui n'a strictement plus aucun rapport avec, entre parenthèses, la parole de James. Parce que la parole de James Stewart, vous disiez, c'est un politique, c'est vrai. En même temps, ce qui est intéressant, c'est que sa parole, elle évolue en fait au début. Au début, c'est quelqu'un qui est assez brut de décoffrage, un peu naïf, qui croit qu'en disant je suis attorney at law, tout le monde. Et peu à peu, ça évolue. Et puis là, il commence à comprendre qu'il faut enseigner, qu'il faut apprendre des choses, qu'il faut repartir de zéro. En fait, le truc, il est là. Et c'est évidemment la séquence de l'école, etc. Et à la fin, on a beaucoup plus un homme politique qui est totalement en place. Ça me semble intéressant. Donc, après, le rapport avec Vers sa destinée, je le vois un tout petit peu moins parce que ce que racontait la fin de Vers sa destinée, c'était un homme va vers son avenir, cet avenir on le connaît, c'est l'icône, c'est la légende, c'est Lincoln, etc. En même temps, il y a aussi un orage, et puis cet orage, ça pourrait être la guerre de sécession, ça pourrait être l'assassinat de Lincoln, etc. Voilà. C'est comme la fumée dans le ciel du début de Liberty Valance. Il faut envisager les deux à la fois, le train et la fumée, si vous voulez. Donc je pense que vers sa destinée, la configuration n'est pas la même. Vous voyez, c'est un tout petit peu différent. Je pense que autant la configuration Searchers, elle est partout dans Liberty Valance et dans d'autres films de Ford, les portes qui rentrent, qui s'en va, qui s'abstrait du plan, qui va dans la profondeur de champ, parce qu'il faut se rappeler quand même que le James Stewart qui part dans la profondeur de champ, c'est en gros, il ne lui laisse même pas le temps
finalement de s'installer dans cette espèce de salle de convention, tout de suite la porte se referme. Rien à voir avec la dimension mythique évidemment de John Wayne rentrant dans Monument de Vallée. D'autant plus que quand John Wayne rentre dans Monument de Vallée, à la fin il ferme la porte et l'écran est noir. Là il ferme la porte et l'écran n'est pas noir. Et ça je trouve ça très très beau, quoi. Et c'est cet d'entre-deux qu'a essayé de déplier John Ford. C'est que moi j'aime beaucoup. Ce que j'aime beaucoup dans Liberty Valance, c'est que à chaque fois qu'on a envie d'affirmer quelque chose, vous voyez, on est tout de suite tenté de dire le contraire en même temps. Ou en tout cas, c'est un film qui nous rend intelligents, c'est ça que je veux dire. Ce qui n'est pas si fréquent que ça quand même. C'est un film qui nous fait réfléchir véritablement. Voilà, tout simplement. Et juste pour en revenir sur cette scène-là, c'est important, c'est intéressant aussi sur la place qu'il donne à Peabody justement. C'est-à-dire que quand James Stewart rentre, finalement, il est acclamé, on peut croire qu'il a gagné. En fait, celui qu'on voit le mieux, c'est Peabody qui est au milieu, face à l'écran, alors que James Stewart est dos, et qui est content. Et en fait, ça remet en lumière tout ce qu'il avait dit avant, quand il disait, de toute façon, moi, les hommes politiques, je les fais, je les défais. Et le rapport, en fait tout ce qui est construction de la vérité, etc., c'est ce qui a été dit sur la subjectivité de ce qui est écrit, de ce qui est... En fait, tout à fait, la scène de lecture, ça se fait à partir de la lecture d'un journal, et c'est James Stewart qui dit on va partir de ça. C'est le même James Stewart qui, avant de rentrer, lui dit « Ah oui, c'est vachement bien écrit ». C'est le même qui dit, lors de la première séance d'élection, qui demande à Peabody que c'est lui qui fasse le compte-rendu quand même. Et il y a aussi un petit truc, alors je ne connais pas bien le rapport de John Ford avec la Bible aussi, mais je trouve que c'est aussi intéressant quand Vera Miles avoue qu'elle ne sait pas écrire. Elle dit qu'elle connaît bien la Bible, mais elle le dit parce qu'elle a entendu. C'est-à-dire qu'en fait, on est aussi là encore dans de l'interprétation, quoi. Et juste une chose sur cette question de la presse qui fait et qui défait, le film, en fait, la fameuse phrase du jour, parce que ce qui est assez drôle, c'est que la phrase la plus célèbre du film n'est pas prononcée par un des personnages importants du film. Enfin, il l'est de fait, puisqu'il prononce cette phrase-là, et que c'est peut-être la phrase la plus célèbre du cinéma de John Ford, quasiment. Mais beaucoup de gens pensent que c'est James Stewart ou quelqu'un d'autre qui dit ça, et pas du tout cet homme qu'on voit relativement peu. Et disant ça, en fait, il reprend l'héritage de Peabody, dont on voit d'ailleurs un portrait posé sur la gauche au début du film, dans la salle de rédaction, qui, lorsqu'il dit effectivement, je défais les hommes politiques. Et ce que décide de faire le nouveau patron du Shinbone Star, en fait, c'est de ne pas défaire l'homme politique, plus précisément. Il ne va pas le faire, il est déjà fait. Ni le consolider, il ne veut pas le défaire. Donc c'est le choix qu'il fait à ce moment-là. Mais vous avez raison, c'est vrai. Mais L'homme qui tue à Liberty Valance, c'est un film dont on pourrait parler des heures et des heures, reprendre même les séquences les unes après les autres, parce que c'est extrêmement fin. Je vous parlais de la dimension duel des personnages, les couples, mais ça marche aussi du point de vue des lieux. Tous les lieux, par exemple, sont doublés. Vous avez la salle de restaurant et la cuisine, la salle de presse, entre parenthèses, qui est l'antichambre de l'école. C'est assez drôle. C'est-à-dire qu'on passe de l'un à l'autre. Et on pourrait comme ça, John Wayne qui tente lui aussi de doubler sa maison. Il y a une partie qui est la partie du Vieil Ouest, et puis il y a une partie qu'il est en train de construire et qui va finalement brûler, qui sera la maison de Ali. Et tout le film fonctionne sur un système comme ça, d'emboîtement, vous voyez, et de dévoilement. C'est-à-dire qu'il y a toujours, dès qu'on est en cuisine, ou plutôt dès qu'on est à la salle du restaurant, pour comprendre pleinement ce qui s'y passe, il faut aller voir en cuisine. Et vice-versa. Et ça, c'est la logique intellectuelle du film. C'est pour ça qu'on passe son temps à dire il y a ça et il y a ça, selon tel point de vue. Et en fait, dans cette scène de tournoiement de points de vue qui ont l'air contradictoires, apparaît en fait la vérité du film, la vérité. En tout cas, sa complexité, ce qui, à mon avis, est presque encore plus beau. Mais le film fonctionne véritablement là-dessus. En permanence, on est sur deux espaces comme ça qui sont toujours... Pour avoir la vérité d'un espace, il faut savoir quel est son contre-espace, qu'est-ce qu'il y a à côté. Et ça, le film est juste évidemment au flashback. En fait, c'est comme si l'endroit où se situe Tom Donifon et Woody Strode dans le film était l'équivalent, en fait, des cuisines pour la salle de restaurant. Il y a la contre-scène, voilà ce qu'il fallait voir. Quelle était l'antichambre de cette scène-là? Et le film ne cesse de nous dire, il faut aller voir du côté de l'antichambre, mais l'antichambre, c'est pas usual suspect. C'est pas ce qui va vous permettre de tout recomprendre selon un seul axe. L'antichambre, ça va rendre beaucoup plus compliqué l'histoire. Alors il va falloir que vous soyez un peu solide intellectuellement et éthiquement pour pouvoir la mettre à l'endroit. C'est ça que raconte le film. Donc ça nous demande, nous, en tant que spectateurs, de faire un effort. C'est ça que je trouve très... C'est pour ça que quand je dis que c'est un film qui nous rend plus intelligents, parce que c'est un film qui nous contraint à réfléchir.
À moins, si on a la réponse tout de suite, c'est qu'on a un problème. Je ne sais pas de quel ordre, mais on a un problème. Bon, bah écoutez, chers amis, je vous remercie. Encore merci pour ces 4 années, hein, pour ceux qui ont été présents. Il y a eu quand même des gens récurrents, fidèles, courageux. Donc merci en tout cas de votre attention. Et puis je vous dis un de ces jours, et je repasserai peut-être l'année prochaine faire un petit coucou. Volontiers, merci. Voilà, merci beaucoup. Hein.